Un participant disait ce matin qu'il n'était pas possible en Belgique, dans le domaine politique, de parler sereinement de migration. On va tenter de prendre le pari contraire, en se souvenant aussi de ce que disait Martin Deleix ce matin, c'est qu'il s'agit de parler de migration dans un contexte particulier qui est celui d'une démocratie en campagne et une démocratie qui est toujours prise dans la tension entre un principe d'autodétermination et un principe de respect des droits individuels. Donc nous avons une série de membres de différents partis, dont certains, pratiquement tous d'ailleurs, je crois, figurent sur des listes pour les élections aujourd'hui. Nous les remercions. Nous avons Philippe Pivin du MR, Jean Corny de la SPA, j'essaie de les dire dans l'ordre, François de Smet de Défi, Marco Vanez du PTB, Paul Magnette du PS. Je continue. Ensuite, à côté, c'est, excusez-moi, oui, je ne le vois pas bien, excusez-moi, Mathias Wisselen de Groen, Gilles Verstraeten pour la NVA. Ensuite, Geoffroy Kensier pour la CDH et enfin Philippe Lamberts pour les Verts. Et je cède tout de suite la parole à mon acolyte du jour qui va vous présenter le déroulement des débats. Oui, alors on est effectivement dans un système démocratique et vous savez très bien que les débats sont censés être l'exemple même de la démocratie, sauf que ce n'est pas toujours très démocratique, il y a toujours des gens qui sont censés vous couper la parole et ce rôle, en tant qu'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, m'incombe, et donc je serai aujourd'hui dictateur pour ne pas trop changer. Le principe, c'est que vous êtes 8 et qu'on veut vous donner le même temps de parole à chacun. Le déroulement de la session est le suivant. Lors de la précédente table ronde, il y a eu des plateformes ou des regroupements des collectifs, le collectif des sans-papiers ou la plateforme des réfugiés, qui avaient des questions à vous poser ou qui ont des revendications à vous poser. Donc la première question posée, ce sera par eux. Enfin, les deux premières questions posées ce sera par eux. Et vous aurez chacun, alors ça c'est le côté, ça fait un peu concours, mais je suis désolé, vous aurez chacun 2 minutes pour parler montre en main. Ça fait déjà une première demi-heure. La deuxième demi-heure, je vous poserai une question et Justine Lacroix vous posera aussi une question. Vous aurez le même timing. Et puis après, la salle aura tout le loisir de vous poser les questions qu'elle souhaite vous poser à l'occasion de cette journée sur l'immigration. Et sans plus attendre, je cède la parole à Serge Bougamoula. Oui. Bonjour, je suis Serge de la Coordination des sans-papiers. Ma question va tourner autour des milliers de sans-papiers qui vivent en Belgique, dénués de son droit. Il s'agit des femmes et des hommes qui vivent ici depuis des années, 10 ans pour certains, 15 ans pour d'autres. Et alors, avec la politique que nous venons d'assister, qui nous a stigmatisés, criminalisés, mis au banc de touche, vous allez reprendre les choses en main, vous tous vous aspirez à entrer au gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire de ces milliers de femmes qui sont ici en Belgique depuis des années? Comment pensez-vous les intégrer dans l'état de droit belge, vu qu'ils sont ici, ils travaillent ici, ils sont en train de construire leur vie ici? Parce que nous sommes dans une situation où on ne sait plus repartir. Quand on a déjà passé 10 ans dans un pays, 5 ans, on se forme ici, on a tout un cursus. Voilà. Et ce temps qui passe, on en sort abîmé. Que pensez-vous faire clairement pour donner des droits aux femmes qui sont sans droit aujourd'hui? Les enfants qui souffrent en silence de cette situation, de leurs parents et d'eux-mêmes, parce que c'est difficile à vivre, parce que la situation des sans-papiers, je l'avais dit tantôt, c'est comme quelqu'un qu'on enterre vivant. Comment pensez-vous nous sortir de cette situation? Merci. Deuxième question, Médicassou. D'abord, je veux terminer peut-être le propos de Serge, parce qu'on a discuté de beaucoup de choses dans la première partie de notre rencontre, et donc juste renforcer sa question par une deuxième partie de questions. Donc, vos partis respectifs sont-ils très simplement pour ou contre une régularisation en 2019, et quels seraient ces critères de régularisation?
Et ensuite, quid du pouvoir discrétionnaire du ministre en termes de régularisation. Alors pour la partie qui concerne la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, on est principalement actif sur le terrain dans l'aide à la personne, dans l'aide humanitaire, dans l'urgence humanitaire. Depuis le départ, nous avons 2 questions, 2 revendications qui nous semblent être les bonnes solutions, en tout cas une partie de la solution à l'échelle belge pour régler la situation sur Bruxelles, au Parc Maximilien, à la gare du Nord. Nous réclamons donc l'ouverture d'un centre d'accueil et d'orientation, couplé à l'activation de la clause de souveraineté. Donc la clause de souveraineté permet au pays, à la Belgique souverainement, de traiter les demandes d'asile sans garantir cet asile, mais en tout cas permet de traiter les demandes sans renvoyer les personnes dans le pays par lequel ils sont entrés. Donc je pose la question un peu plus largement parce que c'est une des raisons pour lesquelles nous ne faisons pas forcément de plaidoyer, mais que nous demandons des solutions pragmatiques. C'est que c'est aussi une question européenne. Et donc plutôt que pour les candidats à l'Europe qu'il y a à cette table, je sais que la question est européenne. En attendant, nous avons un problème à Bruxelles. Problème qui, en France, est résolu par l'ouverture d'un centre d'accueil, 2 centres d'accueil et d'orientation et de l'activation de clauses de souveraineté. Donc ma question à nouveau, vos partis sont-ils pour l'ouverture de ces centres d'accueil et d'orientation couplés à l'activation de la clause de souveraineté pour permettre de gérer cette problématique dans l'urgence? Et François, de se mettre à qui a déjà réagi au fait que je disais que la politique migratoire ne devait pas être importante en Belgique. Je précise mon propos, je pense que ça ne devait pas être un élément de campagne parce qu'il y a des choses plus importantes à gérer aujourd'hui en Belgique en matière de justice sociale, de justice climatique, et que donc la réponse doit être, si elle doit être apportée à Bruxelles, on sait que l'Europe est aussi à Bruxelles et que donc cette réponse doit dépasser le niveau belge et être réfléchie en termes européens. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'arbitraire va continuer. On va proposer à M. Pivin de prendre la parole pour les premières 2 minutes. On va faire une première rangée de réponses de gauche à droite, et puis après on changera l'ordre histoire de ne pas faire, on fera de droite à gauche, puis du milieu gauche au milieu droit, etc. etc. Donc dans première réponse, Philippe Pivin, s'il vous plaît. Oui, merci de nous avoir invités. D'abord pour pouvoir exprimer un certain nombre de considérations sur lesquelles je sais que nous ne serons pas nécessairement en harmonie ou tous d'accord. Je représente ici la position du MR. Les 2 questions se rejoignent en définitive, celle de celui qui se prénomme Serge et celle de Mehdi Kassou, elles se rejoignent assez. Notre formation n'est pas favorable à une régularisation massive. Ceci étant dit, c'est un problème évidemment complexe et j'ai envie de dire qu'il y a autant de réponses qu'il y a de situations parce qu'on est dans l'humain. Et d'ailleurs, votre sujet le dit très clairement puisque votre question qui est interpellante, c'est de savoir comment se comporter dans la dignité par rapport à ces situations. Et je crois que c'est essentiel d'avoir en tête ce mot dignité. On n'est pas favorable à la régularisation massive pour des raisons qui ont déjà été exposées à plusieurs occasions. On parle d'appel d'air. Je pourrais, moi, vous parler plutôt de cohésion sociale parce que c'est à cela que je suis davantage attentif. Par contre, je dirais que des régularisations doivent pouvoir être envisagées, et elles le sont aujourd'hui, au cas par cas, individuellement, en fonction des situations. Mais lorsque tous les recours sont épuisés, je suis désolé, je suis juriste de formation, nous vivons dans un état de droit et je considère comme juriste et parce que nous sommes dans un état de droit qu'il faut respecter les lois de notre pays. On est dans un cadre légal bien déterminé. Si maintenant ce cadre change demain, et c'est possible puisque tout le monde s'accorde à dire qu'il faut revoir les mécanismes Dublin, on en parlera et on verra quelles solutions seront dégagées. Mais en l'état actuel des choses, en tous les cas, nous considérons que la loi doit être respectée en son état, pas de régularisation massive. Donc pas donc de critères forcément permettant une telle régularisation. Et pour ce qui est d'un centre d'accueil et d'orientation, j'ai entendu parler de la position française.
si je suis bien informé, c'est moins un centre d'orientation qu'un centre de dispersion. Et je vais peut-être choquer en utilisant ce mot, mais j'ai pas du tout la conviction que la France s'est comportée de façon tout à fait correcte en la matière, parce que peut-être a-t-elle résolu au bout de 15 ans la problématique de Calais, mais elle l'a résolue finalement sans la résoudre, puisque moi je ne sais pas ce que sont devenues toutes les personnes qui ont été dispersées. Je ne suis pas certain que les Français le savent non plus. Ce qu'on sait, c'est qu'une bonne partie d'entre eux se sont retrouvés ici en Belgique et ici aussi à la gare du Nord. Donc moi, centre d'orientation, ça ne me parle pas particulièrement. J'en connais. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc, je voudrais commencer en disant que le fait de 2015 et ensuite a créé des ruptures dans la société européenne, dans la politique européenne, et a créé un nombre de problèmes qui ne sont toujours pas résolus. Et en gros, en ce moment, il y a deux types d'échecs qui se produisent. Un, c'est que en tant qu'Européens, en tant que pays européen, on ne donne plus droit et protection à ceux qui en ont besoin, qui ont une cause légitime pour invoquer la Convention de Genève, parce que tout simplement on n'arrive plus ici. Et donc ça c'est un problème qu'on n'a pas, qui en ce moment perturbe et qui nous choque et qu'on voudrait résoudre. Et donc il faut créer là des solutions. Le deuxième, c'est que et là, on vient sur la question d'asile, c'est que ceux qui ne sont pas reconnus comme réfugiés restent quand même. Et là, ça crée finalement un peu une futilité de la procédure d'asile, parce que ou bien on est accepté comme réfugié, on est reconnu comme réfugié et on reste dans des circonstances légales, ou bien on n'est pas accepté et on reste aussi, mais alors dans des conditions illégales. Et donc, je pense qu'on ne peut pas accepter ce dernier cas et on doit s'organiser pour éviter cela et pour combler ces effets. Et donc, la question, c'est est-ce qu'une régularisation collective est une mesure qu'on considère? La réponse est non. On ne veut pas régulariser de manière collective. Il y a une procédure, enfin, il y a deux procédures de régularisation humanitaire et médicale, et nous considérons qu'on doit utiliser ces deux procédures et regarder cas par cas qui se trouve dans ce cas. Maintenant, on est bien conscient que avec ça, les personnes dans des situations dites illégales sont toujours là. Et là, nous sommes favorables à un centre d'orientation, où on peut convaincre ceux qui n'ont pas encore introduit de procédure d'asile, de demande d'asile, qu'on peut les convaincre à le faire et leur donner le droit s'ils en ont, ou s'ils ne sont pas dans les conditions de la Convention et des directives, alors organiser le retour. Et ce centre d'orientation doit permettre aux gens d'avoir confiance dans la procédure, parce que souvent on constate que ce n'est pas dans le premier quart d'heure d'interrogation par la police que les gens vont être convaincus, je termine, vont être convaincus du fait qu'ils peuvent se confier et demander asile. Et donc, il faut des gens de confiance dans un centre d'orientation, mais c'est très important que tout le monde demande asile et qu'on respecte les procédures. Merci. François de Smet, s'il vous plaît. Voilà, bonjour à tous, merci à Vincent Engel et aux autres organisateurs pour cette initiative, puisque oui, mon cher Mehdi, la migration est un sujet politique, et nous allons le prouver. Alors, la régularisation, donc nous, chez Défi, nous ne sommes pas favorables à ce qu'on appelle une régularisation globale et massive, mais nous voulons qu'enfin on inscrive dans la loi des critères clairs de régularisation, comme l'apatridie, comme le fait d'avoir une famille avec des enfants, comme le fait d'être là depuis un certain temps, d'avoir des compétences professionnelles, ou tout simplement de ne pas pouvoir être renvoyé dans son pays d'origine
par impossibilité, par guerre sur place, etc. Nous voudrions aussi que ce soit une commission indépendante qui prenne les décisions, parce qu'on ne peut pas rester dans une configuration où c'est un secrétaire d'État ou un ministre qui prend des décisions aussi graves sur le plan individuel et familial sur des cas pareils. Mais je veux quand même préciser qu'on ne va pas s'en sortir en faisant des régularisations d'une manière ou d'une autre tous les 10 ans. Si on veut plus de justice migratoire, il faut aussi travailler sur plus de justice dans les flux, c'est-à-dire penser à d'autres voies légales migratoires, en ce compris sur le travail. Parce que si vous ne le faites pas, alors on va être de facto dans un monde où ce sont ceux qui seront arrivés sur le territoire et qui peuvent attendre un certain nombre d'années, qui seront privilégiés par rapport à tous les candidats migrants possibles sur la Terre, et ça, ce n'est pas nécessairement juste. Premier point. Deuxième point, sur le centre d'orientation, oui, il faut un centre d'accueil d'orientation pour ce qu'on appelle les migrants de transit. Ce ne sera pas, à mon avis, un appel d'air. Je ne crois pas que les gens qui viennent de Soudan et d'Érythrée rêvent, depuis 9000 km, de passer du temps dans un centre à Steno-Kurzel ou à Evere. Le seul véritable appel d'air, il est provoqué par l'existence physique de la Grande-Bretagne en face des côtes belges, que personne ici à cette table n'a les moyens de changer durablement. Donc il faut régler ça ici, et il faut réussir ce que les Français ont réussi en partie à faire à Calais. Convaincre, accepter que ces gens introduisent une demande d'asile, en effet suspendre la clause de souveraineté dans ce cas-là, afin qu'ils ne puissent pas être renvoyés en Italie. Et à ce moment-là, je pense qu'ils joueront le jeu. Et j'ajoute encore un élément, ajouter un guichet de lutte contre le trafic d'êtres humains. Parce qu'on ne s'en sortira pas non plus si on ne démantèle pas les réseaux qui sont arrivés ici. Et là, je parle d'expérience. Les seuls réseaux de trafiquants d'êtres humains qu'on peut vraiment démanteler, on y arrive grâce au concours des victimes. Donc dans ces centres, on va aussi proposer le statut de victime de trafic à ces personnes afin de démanteler les réseaux de trafiquants qui font leur beurre sur la misère humaine. Alors, pour le PTB, mais d'abord, je pense que sur la première question sur les régularisations, on défend clairement une régularisation, une possibilité de régularisation permanente, pas des opérations one-shot, et sur base de critères qui sont les attaches durables, le fait de travailler, d'avoir des liens sociaux, la connaissance de la langue, le fait qu'il y ait une longue procédure, trop longue procédure d'asile, les situations humanitaires ou des mineurs d'âge non accompagnés. Et donc une commission donc pour juger de ces cas, pas le pouvoir discrétionnaire du ministre, mais une commission qui serait composée de fonctionnaires de différents SPF, mais aussi de gens issus du monde associatif, du monde syndical qui puissent intervenir dans la décision. Et alors on s'oppose, pour répondre à la deuxième question, qui était peut-être la première aussi, on s'oppose en tout cas aux expulsions forcées. Comme on s'oppose, enfin la question va peut-être venir, mais on s'oppose également à l'enfermement, que ce soit d'enfants ou d'adultes, et on estime qu'il faut garantir les droits élémentaires aux personnes sans papier qui sont sur le territoire. Un centre d'orientation, oui, mais en tout cas l'appel d'air, je pense que c'est... Enfin, il y a encore une étude qui a été publiée aujourd'hui qui démontre que c'est une grande mystification. Je crois qu'on est vraiment dans une grande mystification de la droite qui finalement pousse les gens à rester dans la clandestinité. Et cette clandestinité, elle profite peut-être à des employeurs malhonnêtes ou qui peuvent diviser les gens et qui peuvent profiter finalement d'un nivellement par le bas des différents salaires. Parce que à partir du moment où des gens dans la clandestinité sont obligés pour survivre de travailler à n'importe quelle condition de salaire, de travail, à être exploités littéralement, eh bien ça a un impact évidemment négatif sur l'ensemble du monde du travail. Et peut-être que là, la droite fait d'une pierre deux coups, puisqu'elle peut en même temps attiser son racisme et à la fois avoir une politique qui, pour les patrons, est vraiment très, très intéressante. Merci beaucoup. Donc, Paul Magnette. Merci, d'abord merci pour l'invitation. Et oui, je pense que c'est un sujet très important, même s'il n'aurait pas fallu que ça dissimule tous les autres, c'est aussi important de l'aborder. Alors je pourrais me contenter de dire que je suis d'accord avec François de Smet, en tout cas jusqu'ici, puisque je trouve qu'il a très bien dit à peu près tout ce que j'aurais dit. Donc je vais essayer de ne pas répéter, mais peut-être de synthétiser pour ne pas non plus me contenter de ça. Et donc dire oui, bien sûr, enfin, je crois qu'il y a un consensus de plus en plus large qui se dégage autour de l'idée d'un mécanisme de régularisation permanent par une commission indépendante et sur base de critères stables, transparents, tels que ceux qui ont été cités, les attaches durables, etc. etc. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Centre d'orientation et d'accueil,
Oui, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer que c'est une problématique fondamentalement bruxelloise, c'est-à-dire que la question se pose infiniment moins en Wallonie, en Flandre, je ne sais pas, mais en tout cas, en Wallonie, la question se pose peu, puisque pour les personnes, tant qu'elles sont dans la procédure de demande, la capacité a toujours été suffisante, et même en 2015-2016, on est parvenu sans difficulté à installer des capacités complémentaires autour des centres faits d'asile ou de la Croix-Rouge. La vraie problématique, c'est évidemment pour les débouter et voir comment on trouve une solution. Aujourd'hui, la réalité sur le terrain, c'est que ce sont les autorités communales et les CPS en particulier qui pallient l'inaction du fédéral, puisque c'est des chiffres qu'on hésite toujours à donner parce que, donc je compte sur vous pour ne les diffuser que là il faut les diffuser pour éviter de nourrir un certain populisme. Mais par exemple, dans les abris de nuit, beaucoup plus que la moitié des occupants sont des personnes en situation irrégulière. Et donc on règle plus, on pallie plus l'inaction du fédéral qu'on ne mène une action autour du sans-abrisme. Et ça pose un vrai problème, ça pose un vrai problème d'équité, ça pose un vrai problème aussi de moyens publics dans les centres urbains qui sont les plus directement concernés. Donc ça appelle vraiment une action du fédéral. Et enfin, se pose aussi la question évidemment du rapport au monde du travail. Oui, bien sûr, il faut repenser la question des migrations économiques et à l'échelle européenne, puisqu'on est dans l'espace Schengen, et en protégeant beaucoup mieux les droits des travailleurs, puisqu'aujourd'hui, on sait que le système de permis B fait que le travailleur est lié à son employeur, ce qui peut poser une relation de dépendance très problématique, mais aussi parce qu'on est dans un espèce de dilemme. Si à la fois on ne l'ouvre qu'à ceux, enfin si on veut l'ouvrir davantage à ceux qui sont déjà sur le territoire, ça crée une iniquité potentielle pour ceux qui n'y sont pas déjà, et si on reste dans la situation actuelle, on n'arrive pas à permettre de régulariser la situation de gens qui pourraient très bien la régulariser telle qu'elle. Donc on se trouve aussi là dans des situations absurdes où on a des gens qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire, qui néanmoins travaillent, ont un contrat de travail, et là il faut évidemment trouver une formule juridique pour qu'ils puissent, simplement avec un permis de travail reproductible pour un certain nombre d'années, qui devient alors sans limite de durée au bout d'un certain temps, assorti évidemment d'un titre de séjour de durée équivalente. Merci beaucoup. Matthias Geselen. Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je parle ici comme représentant de Groen, mais aussi comme avocat spécialisé en droit des étrangers, et donc parlant de ma propre expérience aussi. Tout d'abord, en ce qui concerne la régularisation des sans-papiers, enfin, je crois qu'il y a déjà beaucoup qui a été dit par notamment M. Magnette, M. De Smet et les autres. Tout d'abord, cette problématique, je veux juste faire un petit lien avec l'histoire. Enfin, j'aime faire ça parfois, mais c'était Hannah Arendt qui avait décrit dans les années 30 une nouvelle catégorie d'êtres humains, ceux sans droit, notamment, qui sont privés de toute appartenance à une communauté politique et donc de toute protection juridique. Et je crois que là, c'est exactement ce qui est en train de passer avec cette catégorie de gens qui n'ont pas de droit, qui n'ont pas de papier. Donc il faut qu'on trouve une solution pour ça. Et là, voilà, j'adhère aux positions qui a été défendue, notamment qu'on a besoin d'une loi qui est débattue en Parlement et donc qu'il n'y a plus le processus de régularisation qui dépend que du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif, le secrétaire d'État qui fait comme un empereur romain, oui ou non. Il faut que notre pouvoir législatif fasse une loi avec des critères clairs. On a déjà nommé quelques critères, la durée du séjour en Belgique, le lien durable. Donc voilà, on a absolument besoin de ça. Pas collectif, mais individuel, mais avec des critères très clairs et pas à la tête du client. Comme elle est quand maintenant. En ce qui concerne Dublin, voilà, là on est favorable à un système qui ne peut plus baser sur un critère géographique, mais davantage sur les préférences des demandeurs d'asile eux-mêmes, et puis bien sûr la solidarité entre les États membres. En ce qui concerne le centre d'accueil et orientation, voilà, je suis d'accord avec M. Van Hees. Que cet effet d'APLR est en fait voilà, une fantasme de la droite et qu'en réalité, en créant un tel centre qui informe les demandeurs, enfin les transmigrants ou les réfugiés, parce que je veux quand même rappeler ici qu'on parle souvent des transmigrants, des illégaux, mais en fait,
sur le plan juridique, ce sont tous des réfugiés, parce que le statut de réfugié est déclaratoire. Ça veut dire que c'est un statut qui est accordé rétroactivement. Donc, tant qu'on ne sait pas si quelqu'un est un réfugié ou pas, il ou elle est un réfugié. Et donc, là, il est crucial d'accueillir, d'informer ces gens. Et quand je parle de ma propre expérience, quand on parle avec ces gens et quand on les explique la procédure d'asile, les possibilités ici Vous pouvez juste conclure. Oui, d'accord. Mais voilà, on est favorable. Je passe la parole tout de suite. Merci beaucoup. Désolé, mais on aura l'occasion d'y revenir après. Gilles Verstraeten pour la NVA. Oui, merci pour l'invitation d'être ici. Beaucoup a déjà été dit. Ça ne va probablement pas vous étonner qu'on n'est pas favorable à une régularisation collective, comme a déjà été dit par quelques autres partis. Mais évidemment, ce sont des situations tragiques, des gens qui sont déjà ici depuis 10 ans, 15 ans, sans papier, dans l'illégalité. Et on doit juger le cas par cas et être très doux avec des gens qui se trouvent dans des situations-là et voir s'il n'y a pas une possibilité de régulariser leur situation, ce qu'on a fait pour pas mal de gens aussi. Mais en tout cas pas de régularisation collective. En ce qui concerne un centre d'accueil, évidemment, il faut bien informer les gens sur leurs droits, mais je ne suis pas trop favorable à un centre d'accueil ou centre d'orientation parce que j'ai un peu peur que nous allons attirer des gens et les aider de temps en temps à rester dans l'illégalité. En tout cas, on a dit que, en fait, c'est une question européenne. Et là, je suis totalement d'accord, parce que le chaos migratoire qu'on a vécu depuis des années, on ne peut que l'arrêter si on résout le problème à nos frontières, à l'extérieur de l'Europe. Et je crois qu'on doit évoluer vers un système où on ferme les frontières pour l'illégalité, parce que sinon, nous allons continuer à subir des situations comme à la gare du Nord, comme moi je le vois chaque jour à la gare du Midi aussi. J'habite à Kuréga, mais je prends chaque jour le train pour aller à mon travail. Ça va continuer comme ça si on ne sait pas fermer les frontières et organiser un accueil à les frontières de l'Europe et décider qui on veut permettre de venir en Europe. Et on doit prendre notre responsabilité, surtout en ce qui concerne des réfugiés, parce que je ne suis pas totalement d'accord qu'ils sont par définition tous des réfugiés. Là, on doit prendre notre responsabilité. On l'a fait aussi. Par exemple, la manière dont on a géré la crise en 2015-2016. Je suis très fier du travail qu'on a fait pendant ces années-là. Bon, mais franchement, on a... Oui. Oui. On n'en doute pas du tout. Que vous en êtes très fier. Oui. Je ne suis pas fier de mon pays sous la direction de Bart de Wever, je peux vous dire ça. Ah. Okay. S'il vous plaît, on ne va pas s'interrompre et on va juste laisser parler. Mais on doit un peu revoir le système qu'on a maintenant parce que clairement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Merci beaucoup. Geoffroy Cancier pour le CDH. Merci. Alors voilà, le débat commence à prendre. Au début, on avait beaucoup de convergences et c'est une bonne chose aussi d'avoir des convergences. Donc je rejoins ce qu'a dit Paul Magnette et François de Smet sur la régularisation avec des critères précis, une commission indépendante. Je crois qu'on doit aller dans cette direction-là. En fait, on assiste dans cette matière à vraiment des opinions publiques divisées. Il y a 15 jours, le Soir titrait « Un Belge sur deux rejette les réfugiés ». Dans l'Écho de ce week-end, on avait un article qui disait « Voilà, la migration ne coûte pas du tout et n'a pas d'impact sur l'économie belge ». Donc voilà, je pense qu'il faut absolument revenir avec les chiffres, montrer et expliquer aux citoyens les chiffres tels qu'ils sont. Lorsqu'on parle du regroupement familial, en fait, sur les 10 premiers pays d'origine du regroupement familial, en fait, 7 sont des pays européens, quoi. Donc là, on ne sait pas faire grand-chose, en fait, avec la libre circulation des personnes. Donc il faut arrêter de faire croire qu'il y a une invasion ou qu'il y a un problème massif à nos frontières. Alors, est-ce que un sociologue français parle? On arrive en fait à une déchéance de rationalité. On ne peut plus rien dire, en fait. La raison a disparu. On a des anathèmes qui sont lancés et on a des chiffres faux pour jouer sur les peurs, parce qu'évidemment, ça fonctionne bien de jouer sur les peurs et ça parle aux gens. Alors, un autre problème, c'est aussi la longueur de la procédure d'asile, en fait.
On a des familles qui sont ici, qui restent depuis de nombreuses années, qui ont des attaches, qui développent leur vie. Enfin, on voit régulièrement des manifestations dans des petits villages wallons ou même flamands avec des familles qui sont là et qui sont en procédure d'expulsion. Et donc ça ne va pas. Donc la longueur de la procédure d'asile est un problème. Ce qu'il faut également penser, c'est à développer une véritable politique migratoire avec des voies légales. François de Smet a dit lors d'un autre débat une proposition que je rejoins tout à fait, c'est de dire pourquoi ne pas créer, le ministre qui est en charge en fait de la coopération au développement serait également en charge de la migration, parce que voilà, l'aide au développement, je pense qu'il y a des synergies à faire. Alors concernant le centre d'accueil, quand on dit que tout s'est bien passé voilà, durant cette législature, en fait, quand on voit ce qui s'est passé au parc Maximilien, la mobilisation des citoyens, enfin des gens, c'est un truc de fou, quoi. Donc il ne faut pas dire, voilà, et donc c'est des citoyens qui ont suppléé à un manquement de l'État. Donc voilà, c'est pas terrible non plus qu'on soit arrivé à ça. Et c'est quand même formidable de voir une société civile belge qui se soit mobilisée comme elle s'est mobilisée. Donc on est pour l'ouverture d'un centre d'accueil, pour donner évidemment une aide juridictionnelle, mais également pour fournir des soins et pour permettre aux personnes qui sont ici d'être accueillies dans la dignité. Et concernant la clause de souveraineté, c'est mentionné dans le programme, donc pour l'application de l'article 17 du règlement de Dublin. Merci beaucoup. Donc Philippe Lamberts. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais marquer mon accord et mon désaccord. D'abord sur les questions posées, assez largement d'accord avec ce que François de Smet, mon collègue du CDH, votre nom, j'ai oublié. Geoffroy Cancier et Paul Magnet ont dit, oui. Régularisation, on met des critères clairs dans la loi, commission indépendante évidemment. CAO, activation de la clause de souveraineté, avec tout ça, nous sommes d'accord. Il y a juste un point, François de Smet, où je m'interroge un peu, parce que dès l'instant où on met des critères clairs de régularisation, oui, ok, c'est pas une régularisation collective, sauf que l'objectif est quand même de tirer l'illégalité des dizaines de milliers de gens qui s'y trouvent aujourd'hui. C'est pas pour faire juste du saupoudrage un peu. Dès l'instant où on met en place une procédure réelle, vous allez avoir un grand nombre de personnes régularisées. Et très franchement, je vais vous dire ma fierté, que lorsqu'Écolo a participé pour la première fois au gouvernement fédéral en 1999-2003, eh bien, ce gouvernement a régularisé 50 000 sans-papiers et je pense que c'était une œuvre de dignité humaine et nous ne devrions pas avoir peur de cela. Parce que, M. Pivin, j'avoue que je ne comprends pas. Vous dites, vous êtes opposé à une régularisation, mais alors quoi? Vous êtes favorable à une expulsion massive de 50, 100, 150 000 personnes? Vous trouvez les sous au fait pour faire ça. Mais et si vous n'êtes favorable ni à l'un ni à l'autre, ça veut donc dire que vous êtes favorable au statu quo. Laissons seulement pourrir des dizaines de milliers de gens dans l'illégalité. Et ça, c'est ce que j'appelle de l'hypocrisie. Et là aussi, quand vous dites la loi doit être respectée, j'ai envie de dire ha ha ha. Parce que quand il s'agit de régulariser des sommes qui ont échappé à l'impôt, on fait la déclaration libératoire unique. Elle est tellement unique qu'on fait la deuxième déclaration libératoire unique, qui était tellement unique qu'on fait la troisième déclaration libératoire unique, and so on, and so forth, comme on dit en flamand. D'accord? Et donc, quand il s'agit de régulariser des sous aux bénéficiaires de votre clientèle électorale, faite notamment, pas uniquement, mais de fraudeurs et d'évadés fiscaux, alors là, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'humains, alors là, vous comprenez, il faut qu'on respecte la loi. Hein, et on va dire le MR est le parti qui défend la loi et l'ordre. Bravo. C'est ce qu'on appelle la politique des doubles standards. Quant à vous, monsieur le représentant de la NVA, il faut une solution européenne. Vous dites ça très bien en français et je pourrais vous le dire en néerlandais aussi. Je constate que lorsqu'une solution européenne est déposée sur la table des parlementaires européens, il se trouve une majorité de 5 groupes politiques. Le groupe de M. Magnet, le groupe de M. Vanès, le groupe de M. Cancier, le mien et le groupe de M. Pivin, figurez-vous, pour adopter en fait le remplacement de la règle de Dublin par un système d'allocation sur base de critères objectifs et que la NVA, qui veut une solution européenne, curieusement, est en train de voter contre. Et en fait, la solution européenne que la NVA veut, c'est celle qui est aujourd'hui appliquée, c'est-à-dire l'Europe forteresse. Autrement dit, qu'il crève et de préférence loin d'ici. D'accord ? Et donc, juste un point où je ne suis pas d'accord sur le lien entre politique de développement et migration. On en arrive à utiliser de l'argent de la politique de développement aujourd'hui pour payer les gens, à empêcher les gens d'arriver ici. Enfin, payer des États à empêcher les gens d'arriver ici. Je vais vous interrompre. Oui, désolé, je m'emporte un peu. J'aurais bien aimé, mais en fait, le format ne s'y prête pas, donc... laisser la parole à M. Pivin pour répondre, parce que vous l'avez interpellé. Dans un débat normal, ça se ferait. Ici, ça ne se fera pas, sauf que M. Pivin pourra prendre 15 secondes pour répondre dans sa prochaine prise de parole, s'il le souhaite. Prise de parole qui viendra assez vite, et vous prendrez la parole en premier, M. Lamberts, vous qui avez terminé,
et on va vous poser 2 autres questions. Voilà. Et donc, ma question concerne en fait, heureusement, le thème de la journée, où on parle de dire la migration. Et vous n'êtes pas sans savoir que la migration est un marqueur idéologique, pas seulement un marqueur politique, un marqueur idéologique où les éléments de langage ont beaucoup d'importance. On a entendu parler de massif et d'appel d'air, et on a des oppositions à ce genre d'adjectifs qui se trouvent dans tous vos discours. Si vous regardez Google Fight, je me suis amusé, et que vous mettez illégal à côté de migration, vous avez 3 fois plus d'occurrences que si vous mettez légal à côté de migration. En 2015, Angela Merkel a dit qu'il fallait absolument travailler à une politique de migration légale. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas de politique de migration légale, ça pollue la question de l'asile, et du coup, vous êtes embêté dans la question de l'asile, qui pourtant n'est pas du même ressort de convention, etc. Un pays a toute souveraineté pour gérer une politique de migration légale. Ma question sera donc la suivante. Quelle est la politique de migration légale que défend votre parti, au-delà de la question du regroupement familial, qui existe déjà et qui s'impose à tous? Ok, merci. Donc moi, ma question va porter plus sur la question donc, des demandeurs d'asile et sur la fameuse convention de Dublin dont on a beaucoup parlé. Alors je me suis penchée sur les programmes de vos partis politiques respectifs et c'est pas toujours très clair, je dois avouer. Parfois oui, parfois pas. Et donc ma question est très simple. Faut-il maintenir le principe du dépôt de la demande d'asile dans le premier pays d'entrée européen ou non? Et sinon, faut-il tenir compte de la volonté des demandeurs d'asile? C'est-à-dire, doit-on tenir compte de leurs préférences? Est-ce que ça doit être un paramètre important? Ou alors est-ce qu'il faut faire une répartition coercitive entre États? Je dis certains partis prévoient les deux à la fois, donc j'aimerais y voir plus clair. Merci beaucoup. Et alors, on commence par... Ouais. Ok, on va commencer alors par Martin Gezellen, on va vers M. Lambrechts, et puis après on revient dans l'autre sens à partir de Paul Magnette. Martin Gezellen. Oui? Oui, Mathias, oui. Mathias, pardon, excusez-moi. Mathias, pas Martin. Oui, donc tout d'abord, votre première question c'était, parce que vous avez commencé par le langage. Quelle politique de migration légale? Oui, d'accord. Pour rendre un peu du positif dans le caractère migratoire. Oui, tout à fait. Ben, tout d'abord, en ce qui concerne une politique de migration légale, il y a déjà le problème que, voilà, il y a un... donc quand on parle de la migration, donc l'asile, il y a déjà le problème que, paradoxalement, on a mis en place un système où les personnes ont le droit de demander l'asile en Europe, mais par contre, le fait de migrer vers l'Europe, leur voyage est illégal. Donc c'est un peu tout le système paradoxal que nous avons mis en place maintenant. C'est, bon, vous avez le droit de demander l'asile en Europe, mais de l'autre part, voilà, si vous essayez d'entrer l'Europe, c'est criminalisé. Donc là, c'est déjà sur notre politique de migration légale qu'il faut faire, qu'il faut résoudre cette paradoxe entre voilà, pouvoir demander l'asile et pouvoir entrer l'Europe pour faire ces demandes d'asile. Puis en ce qui concerne voilà, les migrations pour les travailleurs, ben, je dirais que là, il faut mettre en place un système qui tient en compte les nécessités que notre marché de travail a, tout en évitant que les gens ici, par exemple des migrants de la deuxième, troisième génération, soient privés de leur opportunité de trouver un travail aussi. Donc là, il faut voir un système. Et je termine, il faut aussi éviter d'organiser un brain drain dans les pays d'origine, parce que là, on est dans un cercle vicieux là. Si on
Pardon, je suis un peu... on est dans un cercle vicieux. Quand on organise ce brain drain, eh ben, la situation dans les pays d'origine restera... Enfin, il n'y aura plus de développement d'une classe moyenne, par exemple. Et là, il faut vraiment, vraiment faire gaffe de ne pas organiser ce brain drain. Merci. Merci beaucoup. Gilles Verstraete. Merci. En ce qui concerne les règles Dublin, c'est vrai. On voit maintenant que ça ne fonctionne pas. Il y a en fait ce paradoxe. On est d'accord. C'est pourquoi on veut effectivement arrêter ces migrations illégales qui se passent par la Méditerranée. Il n'y a rien d'humain dedans de laisser les choses passer comme ça. Parce que en plein cri, je crois en 2016, il y avait plus que 8000 gens qui se sont noyés dans la Méditerranée. Donc il faut absolument arrêter ce système de croiser vers l'Europe clandestinement. Et on doit organiser à les frontières de l'Europe des centres pour traiter les questions d'asile et créer des voies qui sont légales pour entrer en Europe. Et là, on peut aussi, à ce moment-là, décider combien de gens on va prendre, favoriser par exemple les populations qui sont les plus vulnérables. Parce que maintenant, on n'a pas de contrôle sur qui entre en Europe, ou trop peu. Et on voit que souvent, ce sont surtout des jeunes hommes plutôt que des gens âgés ou des familles ou plus vulnérables. Donc là, on peut déjà faire le triage. Pour des autres, je suis d'accord, il doit organiser mieux la migration légale. Hein? Du côté, pour les réfugiés, on est d'accord, il faut prévoir des voies légales, mais je m'étonne quand même un peu que, par exemple, mon ami de Groen est très favorable à la migration passive, mais ne prévoit pas assez de pas pour une migration active, ce que nous, on favorise. On veut un système comme dans le Canada ou l'Australie, où c'est assez facile de migrer vers nos pays en Europe pour du boulot parce qu'on a des qualifications, parce que là, on veut faire de la migration une histoire de succès, disons. Ce qui n'est pas le cas maintenant, on voit que c'est plutôt un chaos. Je vais peut-être un peu encore dire quelque chose sur la relocalisation au sein de l'Union européenne. Je crois que c'est uniquement possible aux conditions où, effectivement, les frontières extérieures sont surveillées, parce que sinon, on n'y arrive pas. Il doit y avoir une clé de répartition honnête parmi les États membres, avec un plafond où on décide combien de gens est-ce qu'on peut accueillir, tenant compte de la capacité d'absorption de notre société. Et qu'il y a un découplage des avantages automatiques liés à la sécurité sociale. Sinon, les gens ne vont pas rester dans les pays où ils sont amenés. Par exemple, on l'a vu au Portugal, qui disent oui, on veut bien prendre plus de migrants, mais ils n'y restent pas. Parce que les frontières dans l'Europe sont ouvertes. Donc, on doit un peu voir comment organiser ce système, parce que maintenant, ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup. Donc, Geoffroy Cancier. Merci. Alors, concernant la politique migratoire, alors nous, on est pour une politique migratoire avec des voies d'accès légales, mais on veut surtout en fait développer une stratégie, parce que voilà, on est face à des mouvements de population, on en aura toujours. Donc voilà, comment faire en sorte que ça se passe bien, tant pour le pays d'accueil que pour le pays d'origine, que pour les migrants eux-mêmes. Donc nous, on propose de confier à l'Institut indépendant en fait une mission spécifique d'analyse et de monitoring des migrations, afin en fait d'objectiver voilà, les besoins et les demandes en fait de chacun, et à partir de ça, on peut mener une politique sur le long terme en sachant exactement vers où on va, et qui est beaucoup plus humaine puisqu'on a moins de pouvoir discrétionnaire. Concernant le règlement de Dublin, en fait, voilà, la Commission a essayé de le revoir et les États membres aussi, on n'y est pas arrivé. On constate que voilà, les pays, les premiers pays, l'Italie, voilà, la Grèce, sont face à des demandes énormes. Il y a une absence de solidarité européenne. Certains pays de l'Est, pour des raisons historiques aussi, ou qui n'avaient pas connu de vague de migration par le passé, ont une certaine, avec la colonisation, avaient certaines réticences à accueillir des personnes qui demandaient de venir chez eux. Et donc là, il y a un problème, il faut voir comment on peut faire. Alors je ne pense pas qu'on peut forcer un État, et ça n'a pas beaucoup de sens de forcer un État membre à accueillir des gens s'il n'y a aucune volonté, si l'État ne fait pas en sorte d'accueillir dans la dignité ça. On doit tendre vers ça, mais il faut aussi être face aux réalités. Et alors se demander aussi qu'est-ce que les personnes, les migrants, qu'est-ce qu'ils veulent, où ils veulent aller, et comment on peut les accueillir dans la dignité. Merci beaucoup.
Philippe Lambert. Oui, parce que vous avez dit au niveau du langage, et en effet, dès M. Pivin, j'avais été surpris d'entendre ce vocable d'appel d'air. Je viens d'entendre parler de capacité d'absorption, enfin comme s'il s'agissait de produits chimiques qu'on devait absorber. Moi, je dis capacité d'accueil, ce qui est peut-être un petit peu différent quand il s'agit d'êtres humains, mais ça montre de nouveau l'entreprise permanente de déshumanisation via le langage. D'accord ? On traite les gens même par des adjectifs. C'est des illégaux. C'est pas des humains, c'est des illégaux. Et voilà, on sait où tout ça nous mène. Alors, nous avons été des supporters résolus de la réforme du droit d'asile. Vous omettez de dire que non seulement la Commission a proposé, mais le Parlement a adopté. Donc ce n'est pas qu'on cherche une solution. Le Parlement a une position. On peut commencer à négocier demain, enfin, après les élections européennes, avec le Conseil, si le Conseil daignait adopter une position. Ils n'en ont même pas. D'accord ? Qu'est-ce qui manque dans le dispositif ? Donc en effet, c'est clairement abolir le règlement de Dublin, qui n'était pas dans la proposition de la Commission, et le remplacer par un système de clés de répartition permanente. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'on ne peut pas imposer, faire partie de l'Union européenne entraîne des droits et des responsabilités. On ne peut pas avoir les uns sans les autres. Donc si à la majorité, on décide que c'est clé de répartition, tout le monde doit adopter la clé de répartition. On le fait bien avec des quotas de CO2. Ici, il s'agit d'humains, a fortiori. Et donc, en effet, il peut y avoir des incitants, il peut y avoir des aides financières européennes aux pays d'accueil, etc., à ceux qui veulent faire plus que leur quota. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, l'idée est donc bien de répartir les demandeurs d'asile en fonction de critères objectifs, mais en tenant compte, et ça ne se trouve pas dans le texte, mais ce que nous souhaiterions, c'est qu'on puisse tenir compte, dans la mesure du possible, c'est-à-dire en respectant la clé de répartition, des préférences exprimées par les demandeurs d'asile. L'autre pièce qui manque dans le dispositif qui a été adopté, en tout cas dans sa version du Parlement européen, ce sont les chemins sûrs et légaux d'accès. Et là, de nouveau, je suis un peu surpris d'entendre certains, et c'est M. Verstraeten de la NVA, parler de quotas quand il s'agit de demandeurs d'asile. Je vous rappelle que la Convention de Genève interdit la limitation du nombre de demandes d'asile traitées. Et donc, oui, les Européens devront traiter les demandes d'asile qui leur sont déposées, alors qu'elles le soient aux frontières de l'Europe, mais en tout cas par une agence européenne de l'asile, ou dans les pays riverains des pays de conflit. Je veux dire, pourquoi pas ? Je veux dire, on peut se projeter aussi en dehors de nos frontières pour justement rendre les choses plus faciles. Autre chose est évidemment de celles et ceux qui ne sont pas éligibles au statut de réfugiés. Et là, je pense qu'il faut procéder par quota. Je suis réticent à l'idée de mettre des quotas en fonction de professions en pénurie, etc. Parce que justement, si on veut éviter le brain drain, il vaut mieux ne pas procéder de la sorte. Sinon, on aura tous les médecins, tous les ingénieurs, tous les ceci, tous les cela, et ça n'est quand même pas, très malin. Mais voilà, je pense que l'Union européenne, et je terminerai par là, ne doit pas craindre le défi de l'asile et des migrations. Oui, ça ne sont pas des choses c'est pas des défis qu'on relève comme ça sans rien faire. Mais enfin, s'il y a un continent qui a les capacités, qui a les épaules assez larges pour accueillir, je pense bien que c'est l'Europe. Et nous avons aussi un intérêt à en tirer, pas financièrement, mais humainement. Merci beaucoup. Donc maintenant, on recommence au milieu. Donc je passe la parole à Paul Magnette. Merci. Sur Dublin, c'est assez simple. Je pourrais à nouveau me contenter de dire que je suis d'accord avec ce que Philippe vient de dire. Et pour une raison logique, c'est que c'est effectivement ce qui est dans le rapport du Parlement européen de 2016, que toutes les formations politiques qui s'y représentaient ont voté, sauf la NVA et sauf DEFI, mais uniquement parce que DEFI n'est pas représenté au Parlement européen. Sinon, j'imagine qu'il l'aurait aussi voté. Donc l'idée est bien effectivement de tenir d'abord compte de la préférence du demandeur, parce que c'est évident que si on peut aller dans un pays où on a déjà de la famille dont on parle la langue, dans lequel on a la possibilité de trouver un travail, c'est beaucoup plus facile de s'y installer, de s'y établir et de trouver sa place dans la société. Et puis, par ailleurs, qu'il y ait un mécanisme de répartition, à la fois pour éviter qu'il y ait une hyperconcentration sur certains pays. On sait évidemment que l'Allemagne ou l'Angleterre ferait l'objet de beaucoup plus de demandes que la Lettonie, par exemple, pour prendre un exemple au hasard, et pour assurer une répartition harmonieuse sur le territoire. Les critères, ils sont dans le rapport du Parlement européen, donc je ne vais pas y revenir. PIB, densité de population, etc. et nombre de candidats déjà acceptés sur le territoire. Et ça doit être évidemment assorti et d'un mécanisme de soutien financier pour les pays qui accueillent le plus de demandeurs et d'un mécanisme de sanction pour ceux qui refusent de jouer le jeu, qui doivent être privés donc d'un certain nombre de subsides européens.
Les voies légales, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ça existe déjà. Et donc on fait comme si tout d'un coup on avait inventé quelque chose. Non, il existe déjà des mécanismes. Le problème du mécanisme, il y a un double problème dans les mécanismes déjà existants, en tout cas mécanisme belge. J'ai déjà en partie dit dans ma première intervention. D'abord, c'est qu'il laisse pratiquement tout dans les mains de l'employeur et dans une certaine mesure des offices régionaux de formation et de l'office des étrangers. Et donc, pour nous, il faut un mécanisme qui soit un mécanisme beaucoup plus ouvert, donc qui permette notamment à celui qui a un titre de travail, je l'ai dit, de changer d'employeur, qui associe les organisations syndicales aussi à la procédure. Et le deuxième problème, c'est que, comme il est dirigé vers ceux qui ne sont pas sur le territoire, eh bien, ça ne règle pas le problème de ceux qui sont sur le territoire. Et donc, nous, on sait... Il nous semble que le meilleur système, en tout cas le moins mauvais qui existe dans l'Union européenne aujourd'hui, après avoir fait une analyse, c'est le système suédois, qui a précisément prévu des mécanismes pour ceux qui sont sur le territoire. Par exemple, ceux qui ont été déboutés de demandes d'asile, des gens qui avaient eu un contrat de travail mais qui sont arrivés au bout de leur contrat de travail. Parfois aussi, c'est des cas auxquels on ne pense pas forcément, mais des gens qui sont arrivés dans le cadre d'une relation matrimoniale après que cette relation matrimoniale, quand cette relation matrimoniale n'existe plus. Et la situation de ceux qui sont arrivés comme étudiants, où là, il faut quand même être attentif à la situation du brain drain, parce qu'il ne faut quand même pas non plus encourager, à un moment donné, la perte pour un certain nombre de pays. J'étais aux facultés Jean Blou, par exemple, il y a quelques jours. Les facultés de Jean Blou ont toujours accueilli énormément d'étudiants africains du nord et du sud du Sahara, pour des raisons évidentes, puisque c'est un pôle d'excellence en agronomie. Et je termine. Aujourd'hui, ils travaillent beaucoup plus à aller former là-bas et à envoyer davantage d'enseignants. Les enseignants sont toujours ravis d'aller enseigner au Maroc et au Sénégal, évidemment, parce que c'est en même temps une expérience humaine intéressante. Donc voilà, trouver un système qui permette d'ouvrir, à la fois de prolonger, de faire en sorte que ces permis prorogeables à un moment donné deviennent définitifs, qui soient davantage ouverts à pouvoir changer d'employeur en associant les syndicats et en permettant à ceux qui sont déjà sur le territoire aussi d'entrer dans les procédures. Marco Vanis. Pour le PTB, on ne défend pas une politique active en matière de migration légale qui, quelque part, viserait à satisfaire des besoins des entreprises par rapport à un marché, effectivement, du travail qui, dans certaines régions, dans certaines conditions, aurait tendance à... avoir un manque relatif de main-d'œuvre. Je pense qu'on a effectivement, et d'autres l'ont dit, je vais utiliser le terme en français, le danger d'une fuite de cerveau est un problème réel pour beaucoup de pays de ce monde. Et donc je pense que c'est assez effarant quelque part de voir que cette même droite qui, quand il s'agit de réfugiés, de sans-papiers, dit « Ouh, il y a une catastrophe, il y a un appel d'air, etc. » Par contre, lorsqu'il s'agit de satisfaire les besoins des entreprises, là tout d'un coup, ils trouvent que il faut tendre la main à tous ces gens qui pourraient venir dans notre pays. Donc je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie dans ce double discours. Je pense qu'il faut aussi quand même se rendre compte que il y a peut-être certaines catégories de gens qui peuvent avoir un intérêt à migrer dans les pays, mais quand en général la plupart des gens qui quittent leur pays le font en désespoir de cause. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a quelque part un tabou, c'est on ne pose jamais de questions sur les causes des migrations et comment s'attaquer aux causes des migrations. Ça, j'ai l'impression que c'est le sujet qu'on aborde rarement dans les débats. Alors pour moi, c'est quand même essentiel. Les causes en termes de guerre, des guerres que nous menons nous-mêmes, que nos gouvernements, pas nous-mêmes, mais nos gouvernements mènent, les problèmes climatiques qui vont s'accentuer et qui touchent plus les pays du Sud d'ailleurs que les pays du Nord, même si on sera fortement touché aussi. Et alors, effectivement, les causes économiques d'un système capitaliste qui est, on le sait déjà à l'échelle de notre pays, qui est souvent dramatique, inhumain à l'échelle de notre pays, mais alors que dire au niveau du monde et des pays les plus pauvres où la situation est souvent catastrophique. C'est Jean Ziegler, l'ancien rapporteur de l'ONU à l'alimentation, qui parle d'un chiffre de toutes les 5 secondes, un enfant meurt des faims ou de maladies causées par la faim. Ça, c'est quand même des problèmes auxquels qu'il faudrait discuter aussi
et pas seulement de discuter des conséquences de ces politiques. Et alors sur Dublin, on est au PTB, on est pour une répartition entre les États. Le système de Dublin, c'est une aberration et ça, elle a montré, la règle a montré ses limites. Et alors évidemment, on ne va pas dire aux gens, si vous choisissez tel pays, on va se faire un malin plaisir de les orienter dans un autre. Mais la base, c'est évidemment la répartition par pays. Merci beaucoup. François de Smet, de Défi. Alors, sur Dublin, effectivement, il y avait une proposition de la Commission européenne à un moment qui était intéressante, qui gardait en partie le principe du premier pays, mais avec un assorti du fait que si le premier pays était débordé, comme la Grèce, l'Italie, peut-être l'Espagne, dans certaines circonstances, les autres, par clause de solidarité, devaient intervenir. Ça nous paraît une bonne idée, mais le monde idéal serait quand même celui où l'Union européenne prend ses responsabilités vraiment en matière d'asile, où il serait possible, à distance, lorsqu'il y a une crise humanitaire, de demander l'asile à l'Union européenne via l'une de ses ambassades, de répartir du coup les demandeurs d'asile avec, pourquoi pas, effectivement, une possibilité de choix, mais pas absolue. Le demandeur d'asile pourrait se voir attribuer un pays qui n'a pas totalement choisi, mais il faudrait pour cela harmoniser les procédures d'asile au sein des différents pays. Tout le monde sait que c'est plus intéressant de faire une demande d'asile en Allemagne qu'en Autriche. Et je crois que l'Union européenne devrait être beaucoup plus proactive en cas de crise. Ne pas simplement subir la migration d'asile, mais être à la hauteur de ses responsabilités, faire des ponts aériens quand il y a une crise humanitaire et être enfin à la hauteur de ses valeurs là-dessus. Alors, pour la migration, le reste des voies migratoires et singulièrement la migration économique. Oui, nous plaidons pour qu'on ouvre enfin ce chantier. Il y a un vrai tabou, à la fois en général à droite parce qu'on n'aime pas ouvrir des voies migratoires de manière générale, et même à gauche parce qu'à gauche on aime bien les étrangers, mais généralement une fois qu'ils sont ici. J'entends bien l'histoire des critères dont M. Lamberts ne veut pas, tant pour la régularisation que pour d'autres voies migratoires. Mais si vous ne mettez pas de critères du tout, ça veut dire que les critères existent. C'est la somme d'argent demandée par les trafiquants, c'est le fait de savoir si les candidats migrants ont de l'argent ou pas pour arriver jusqu'ici, et c'est le fait de savoir si on régularise ou non après un certain nombre d'années ici. C'est donc l'injustice et la loi du plus fort. Et ça, c'est un monde plutôt néolibéral que je ne veux pas. Je veux plus de justice dans les voies migratoires. Il y a François Gemène et Pierre Verberen, qui, sauf erreur, ne sont pas d'amominables libéraux capitalistes impérialistes de droite, qui proposent quelque chose qu'on a repris, à savoir une green card européenne, et pourquoi pas en commençant par une belge, où chaque année on décide de délivrer un certain nombre de visas de travail, en ce compris à des profils qui n'ont pas de qualification. 5 000, 10 000 visas à voir, selon une évaluation des besoins faite par la Banque nationale, le bureau du plan, Myria, enfin des gens très compétents qui peuvent nous aider à faire quelque chose de créatif, et pourquoi pas des allées et venues. Et en effet, je termine avec ça, la fuite des cerveaux, on doit être créatif. On pourrait imaginer des permis temporaires, on pourrait imaginer que les gens puissent revenir et avoir un permis définitif une fois qu'ils ont été prestés un certain nombre d'années en formation dans leur propre pays. On peut imaginer faire beaucoup plus de liens avec la coopération au développement, pas prendre des moyens en coopération, bien sûr. Il est même scandaleux qu'on utilise des moyens de la coopération pour accueillir des demandeurs d'asile, comme c'est le cas aujourd'hui, mais être beaucoup plus créatif, mais ne pas nier cette tension qui existe et le fait que des gens veulent migrer pour mieux vivre et qu'à côté de la fuite des cerveaux et l'intérêt de leur pays, vous avez aussi l'intérêt et l'envie des gens de vivre mieux et qui est pleinement légitime. Ah oui, un dernier chiffre, si je n'ai pas en consommer mes 10 secondes. Depuis 2015, dans l'Union européenne, sur l'ensemble de l'Union, vous avez plus de gens qui meurent que de gens qui naissent. Il y a un croisement des courbes démographiques. Nous vieillissons. Si nous continuons à avoir un rapport aussi négatif sur les voies légales de migration, nous serons en déficit démographique bientôt. Merci beaucoup, Yann Corneli. Et merci. Donc, sur les deux questions, la première question, une voie légale de migration. Là, nous sommes favorables au système canadien. Le système canadien où il y a des quotas annuels pour de migration légale avec des points, avec une préparation à la fois sur la capacité professionnelle et à la fois pour les langues, pour venir travailler dans le Canada. Et forcément, ça doit se faire au niveau européen, ça doit être un système européen qu'on fasse de manière solidaire. Et quand on regarde de la perspective de l'Union européenne, en ce moment, les dernières années, il y a eu au-delà de 3 millions de migrants par année. Et la question, le premier pays d'immigration la dernière année a été, de manière assez étonnante, la Pologne.
la Pologne. Ils ont donné une carte de travail à 2 millions d'Ukrainiens et ils ont décidé ça de manière autonome. Complètement autonome, sans concertation européenne. Et on voit déjà sur nos chantiers, ici en Belgique, un flux par des boîtes de détachement, un flux de travailleurs ukrainiens. Maintenant, je ne suis pas contre ce fait, mais je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on doit décider au niveau européen et sur base d'une manière, d'une voie légale avec toutes les conséquences que ça entraîne. Ça, c'est une première chose. De Dublin, en effet, il y a une grande majorité au Parlement européen pour les propositions de directives et de règlements qui sont là. Et on y tient. Je veux juste mettre un bémol là. On doit s'interroger sur le fait que, est-ce que quand on arrive en Union européenne, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une procédure rapide aux frontières? Parce que mettre 100 demandeurs d'asile sur un bus au Finlande et puis devoir rapatrier 60 du Finlande ou du Danemark ou de la Pologne, on doit se poser, est-ce que c'est vraiment un système qui est tenable à la fois de manière pratique et aussi de manière humanitaire dans l'Union. Et donc, on pense que ce serait mieux si, de nouveau, on prend les choses en main de la part de l'Union européenne, qu'on fait une agence d'asile européenne et qu'on organise la demande d'asile aux frontières dans les premiers pays d'accueil et qu'on organise cela de manière à des standards humanitaires beaucoup plus élevés que ce qu'on constate actuellement sur les îles grecques et dans les camps gérés par la mafia dans le sud d'Italie. Okay. Merci beaucoup. Philippe Yvain. Je vous remercie. Oui, effectivement, je me suis moi aussi posé les mêmes questions que vous sur la définition de la migration qu'on accole trop souvent au mot illégal, parce qu'effectivement, Paul Magnette a eu raison de le rappeler, il y a moyen d'actionner déjà aujourd'hui des voies légales en matière d'accès, séjour et de migration. Pas uniquement le regroupement familial qui représente quand même une bonne partie des visas qui sont délivrés, je crois que c'est la moitié, mais aussi dans le domaine qu'on dit académique, c'est-à-dire à l'égard des étudiants. Et je pense qu'à l'égard des étudiants, la philosophie qu'on applique est une bonne philosophie. C'est de permettre de poursuivre des études, mais c'est aussi d'essayer de permettre qu'après la fin des études ou après la fin de la période de recherche, on puisse laisser l'intéressé, le demandeur sur le territoire belge pour tenter d'y trouver un emploi et sinon d'y nouer ou d'y obtenir, de s'y procurer une expérience qu'il puisse faire valoir après son retour s'il n'a pas la possibilité de rester en Belgique. Ça, c'est pour les étudiants, pour les chercheurs. En matière professionnelle, moi, je suis sur ma faim. J'ai lu quelque part que sur l'année écoulée, en 2018, on a pu permettre à 5000 personnes de venir en Belgique pour y travailler. C'est bien, mais je pense que c'est beaucoup trop peu. Et je pense effectivement que ça, c'est une richesse. On a enfin, ai-je envie de dire, pu transposer la directive européenne permettant le permis unique, donc séjour-travail. Je pense qu'il faut encore déployer davantage d'efforts pour permettre de venir travailler en Belgique, mais évidemment avec l'attention sur les métiers en pénurie, parce que c'est évidemment d'abord vers ces travailleurs-là qu'on doit porter l'effort. Pour ce qui est de Dublin, oui, je terminerai et je ferai une parenthèse. Je crois que l'objectif de tout ça, c'est finalement de permettre à des gens de venir s'intégrer. Et le mot intégration, c'est un mot que je n'ai par exemple très curieusement pas trouvé dans le programme écolo. Le mot intégration dans la matière asile-migration, c'est un mot que je n'ai pas trouvé. Comme je n'ai pas trouvé d'ailleurs de référence aux valeurs, aux devoirs des migrants. Et donc je comprends qu'on parvienne ou qu'on essaye de mettre les rieurs de son côté chez Écolo quand on a un programme aussi creux. Parenthèse fermée. Pour ce qui est de Dublin,
je dirais que je partage entièrement ce qui a été dit par François à l'instant. C'est aussi notre position. Dublin a montré ses limites. Dublin a montré ses limites en montrant que des pressions sont mises sur certains pays et que d'autres restent un petit peu au balcon. On doit revoir la répartition. J'aimerais aussi, dans un monde idéal, qu'on puisse la revoir aux frontières européennes, quitte à charger le HCR d'une mission à ce sujet, parce que le HCR, et c'est une réflexion qui a été faite lorsqu'on auditionnait différents intervenants dans l'affaire dite des visas humanitaires, c'était M. Van den Bulck qui le disait, le HCR a quand même des compétences sacrément importantes et à la main sur, je dirais, la vision qu'on peut avoir d'une répartition idéale des personnes en Europe. Donc je plaide pour une révision de Dublin avec des critères qui, pourquoi pas, tiendraient compte évidemment des souhaits ou des aspirations des demandeurs. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à tous de vous être pliés à la discipline de manière plus ou moins souple accordée pour 3 minutes de prise de parole. Maintenant, on va prendre un certain nombre de questions de la salle et vous aurez le choix. Vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions auxquelles vous voulez répondre. On va faire 1 ou 2 salves. Et donc là, vous ne serez pas contraint par les questions qu'on vous posera seulement. Vous pourrez choisir les questions sur lesquelles vous avez envie de développer. La seule contrainte, c'est que vous avez seulement 3 minutes. Donc je vais poser... Alors je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade ou si je vais me balader moi-même. Je me balade. Alors on a mentionné plusieurs fois le respect de la loi. Alors je voudrais savoir comment vous justifiez le fait que les gouvernements européens organisent la violation systématique du principe de non-refoulement, qui est une norme de droit impérative, c'est quelque chose qui est au-dessus de nos propres constitutions, au mépris de la jurisprudence, comme la décision de Hirsi Jama, et donc on commet un crime qui est au niveau d'un crime contre l'humanité. Les gens qui meurent en Méditerranée sont victimes d'un crime organisé par les gouvernements européens. Une autre question? Oui. Merci, je me présente, je m'appelle Jean-Marc Picard, je représente l'Ordre des barreaux francophones et germanophones et nous avons envoyé à tous vos partis, la plupart ont répondu, pas tous, un mémorandum. Je voudrais épingler, il y a plein de questions que j'ai envie de poser évidemment, je voudrais épingler 2 questions. La première, celle des centres aux frontières de l'Europe pour accueillir ou pour traiter les demandes d'asile. Il y a pour le moment des centres en Grèce. Il y a un article dans le Soir de ce matin qui parle, et je pense que le mot est pesé, de camps de concentration avec des situations qui sont épouvantables. L'Europe pourrait aider, elle ne le fait pas. Comment imaginerait-on d'organiser des centres aux frontières? Première question. Sous-question, vous savez que le droit européen prévoit une assistance juridique pour les demandeurs d'asile. Toujours dans le Soir de ce matin, l'article interrogeant des avocats belges qui ont été sur place explique qu'il y a un taux de reconnaissance par les Grecs qui est supérieur, sauf erreur de ma part, de 2/3 lorsque les gens peuvent être aidés par des avocats. Est-ce qu'on imagine qu'il y aurait en Grèce, dans les îles ou, je ne sais pas moi, peut-être aux frontières lituaniennes ou estoniennes, est-ce qu'on enverrait continuellement des avocats pour pouvoir aider les gens? Ça ne tient pas la route, évidemment. Donc, comment est-ce que vous imaginez concrètement, on voit bien l'image, mais comment est-ce qu'on imaginerait concrètement l'organisation de ces centres de façon décente et l'organisation de l'aide juridique qui figure pour le moment dans les traités européens? J'ai une deuxième question, si je peux me permettre. On a parlé de migration active, notamment M. Verstraeten. On peut se rejoindre là-dessus, mais avec quand même une interrogation. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Question posée aussi à M. Pivin, puisque je m'adresse aux 2 représentants des partis de la majorité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cette migration active, qu'elle soit de l'extérieur ou de l'intérieur? Et je finis là-dessus en citant quelque chose que nous avons repris dans notre mémorandum. En tant qu'avocat, nous sommes très régulièrement consultés par des employeurs qui viennent avec leurs travailleurs sans papier et qui disent « ce gars-là, j'ai besoin de lui, je ne trouve personne et donc il faut que je puisse l'engager pour que mon entreprise puisse prospérer ». Refus tant au niveau régional qu'au niveau fédéral. Comment est-ce qu'on peut solutionner ça?
alors que la demande existe et que la politique actuelle me semble nocive pour l'économie. Quand on a un patron qui vient de dire « je veux engager quelqu'un », qu'on le refuse, c'est des taxes qui ne sont pas payées, des impôts qui ne sont pas payés, des entreprises qui ne progressent pas. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus ? Je vais vous ramener un peu en Belgique. Les sujets sont très intéressants, mais je voudrais vous demander à tous de regarder derrière vous, sur l'écran, 2 ans et l'éternité. C'est un texte écrit par Vincent Engel qui aborde le décès de la petite Maouda sur l'autoroute. Et donc je vais vous ramener à ma question. C'est important que vous ayez pu le voir. On ne va pas parler de responsabilité de l'agent police, etc. On va parler d'une politique répressive, d'une pression qui a été mise sur la police pour chasser des migrants sur les autoroutes, pour évacuer les parkings. On a vu des chefs de corps en Flandre, en Wallonie, etc. Se plaindre de ce que le gouvernement fédéral leur demandait. Et donc il y a d'une part la question de savoir si dans un avenir proche, est-ce que vous vous poseriez, ou est-ce que vos partis se positionneraient comme l'ont fait les partis de gouvernement fédéral précédent en termes de pression et de répression sur les autoroutes, et donc de pression sur les épaules de la police belge. Et la deuxième, c'est on peut sans difficulté imaginer que si un coup de feu a été tiré vers un véhicule rempli de migrants, c'est que quelque part dans l'esprit de la personne qui a tiré, il n'y avait pas forcément de distinction entre le chauffeur et les passagers, ce qui nous amène tout de suite à la criminalisation de ces populations migrantes. Et donc je vous demanderai simplement de vous positionner par rapport à ça, par rapport à ce que les politiques répressives qui ont été menées jusqu'ici ont conduit, en tout cas à penser, ou ont conduit à une forme de criminalisation de tous les migrants, qu'ils soient finalement participants, trafiquants d'êtres humains comme pouvait l'être le chauffeur, ou qu'ils soient passagers d'une camionnette, et ce qui peut conduire donc à ce qu'une balle soit tirée en direction de ces personnes et qu'un enfant décède. Merci. Merci. Merci à tous pour vos interventions. J'ai le sentiment à bien vous écouter que si je reprends Défi, PTB, PS, Groen, CDH et Écolo, il y a un quasi-consensus sur la question des critères de régularisation des personnes qui sont ici. Je ne parle pas de voie légale d'immigration, mais vraiment les 100 à 150 000 personnes qui sont ici. Allez, si vous donnez 1 ou 2 portefeuilles à la SPA et à la NVA, vous avez presque une majorité fédérale. Et donc, ma question est très simple. Est-ce que oui ou non, si les élections prochaines vous permettent de faire cette majorité-là, est-ce que oui ou non, vous appliquerez cette question des critères dans l'accord de gouvernement? Merci bien. Voilà, alors on fera un deuxième round peut-être, parce que sinon, plus il y a de questions, moins il y a de chances qu'on y réponde. Donc la première question sur le non-refoulement, la deuxième question sur la migration active, la troisième question sur le climat de répression, et la dernière sur l'accord de gouvernement. Petit rappel, vous avez chacun 3 minutes. Et je vous souhaite, enfin, celui qui veut répondre peut répondre d'abord, et puis après, qui veut se lancer? Ok. Bien. Je voudrais d'abord réagir à ce qui a été dit sur les crimes qui sont commis. Oui, en effet, je suis scandalisé de voir non seulement qu'on n'applique pas le principe de non-refoulement, on retire les bateaux comme ça, on ne peut pas dire qu'on ne refoule pas puisqu'on n'est même pas là. D'accord, et on dit aux ONG qui essayent quand même de sauver l'honneur de l'Europe et la dignité humaine et donc la vie d'un certain nombre de personnes qu'elles sont complices objectives des passeurs. Ça, c'est ce qu'on entend à Budapest, mais aussi à Paris. D'accord, Castaner, encore tout récemment. Oui, c'est un scandale absolu et ça vient justement, et j'en viens à ce que Mehdi Kassou disait, à cette entreprise systématique de déshumanisation, de criminalisation des migrants. Autrement dit, comme ce ne sont pas vraiment des êtres humains, on peut leur faire n'importe quoi. D'accord? Et là, les 2 mamelles de la politique officielle du Conseil, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement en Europe là-dessus, même s'ils n'ont pas de position au Conseil, de facto la position est laquelle? C'est 1. Tous ceux qui sont à l'intérieur de nos frontières, il faut leur pourrir la vie grave
pour être sûr qu'ils envoient des messages à ceux restés au pays, surtout ne venez pas. C'est bien ça l'entreprise. Et l'autre mamelle de cette politique, si je peux me permettre, c'est payons le régime soudanais. Alors bon, entre-temps, al-Bashir est tombé, mais c'est pas encore la démocratie là-bas. Passons des accords avec les gardes-côtes libyens. Vous croyez qu'il y a un État en Libye avec une agence fédérale des gardes-côtes? Non, ce sont des bandes armées. Et donc, les gardes-côtes libyens vont sauver des migrants de la mer? Non. Des bandes armées vont capturer des migrants et les enfermer, les violer, les assigner à du travail obligatoire. Et ça, il n'y a pas de limite. Et on utilise, tenez-vous bien, l'argent de la coopération au développement européenne pour payer tout ça. Bravo. Ça, c'est les valeurs de l'Union européenne. Je rappelle qu'à l'article 2 du traité de l'Union européenne, la première valeur mentionnée, c'est la dignité humaine. Pas la dignité du travailleur, du hardwerkende Vlaming, hein, la dignité de tous les êtres humains présents et à venir. Ça, c'est la réalité des choses. Et donc, c'est contre ça qu'on se bat. Et si la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à mettre ça dans un accord de gouvernement, c'est-à-dire des critères, de couler dans une loi des critères de régularisation, une commission indépendante, etc. La réponse c'est oui, évidemment que c'est oui. Maintenant, on mesure la distance entre 1999 et 2019, la régularisation de 50 000 sans-papiers. On a vu qu'à l'époque c'était possible. Est-ce qu'aujourd'hui on trouverait une majorité pour le faire? Si j'écoute les gens ici autour de la table, à part 2-3 qui ne représentent pas une majorité, ben oui, ça sera possible. On verra si les actes suivront les paroles. Merci. Le suivant qui se lance. Oui, Gilles Verstraeten. Écoutez, le problème c'est aussi que le système de Genève n'était pas prévu pour être un passeport illimité pour entrer en Europe. Le principe au début, ce qu'on favorise aussi, c'était de prévoir de les recevoir dans la région. Plutôt que de dire tous les gens qui ont des problèmes, des réfugiés, peuvent venir vers l'Europe. C'est pas dans Genève, ça. Et j'aimerais... C'est pas dans Genève, ça. Pardon? C'est pas dans Genève. Il n'y a pas de critères géographiques dans Genève. Non, je sais, mais pas. C'était pas prévu comme ça. Oui, je sais qu'il n'y a pas de critères géographiques, mais on constate que ça ne fonctionne pas très bien. Parce qu'on ne veut pas que ça fonctionne, c'est malin. S'ils sont en Libye, s'il y a des réfugiés qui viennent un peu partout de l'Afrique et d'autre part aussi qui sont en Libye, c'est parce qu'ils espèrent encore qu'ils peuvent venir illégalement vers les routes qu'il y a maintenant, via des passeurs. Malheureusement, oui, c'est le fait. Je peux comprendre ces gens qui veulent, les ONG qui veulent aider ces gens à passer vers l'Europe, mais c'est un fait qu'ils sont des alliés, malheureusement, des passeurs. C'est un fait. Donc non, on veut arrêter ce système-là. Et quand on parle du refoulement, oui, c'est illégal pour l'instant. Mais je crois... Rendons ça légal. Bonne idée. Bonne idée. Je crois que c'est nécessaire parce que comme ça, on peut éviter que les gens se noient dans la Méditerranée. Oui. Comme l'a fait l'Australie. Et puis on doit prévoir des routes légales pour venir en Europe. Et oui, peut-être avec des limites où on peut prendre les populations les plus précarisées, un peu de partout dans le monde, mais on favorise le soutien dans la région immédiate. Et là, on doit prendre notre responsabilité aussi et prévoir des assistances financières, plus qu'on fait maintenant, peut-être, parce qu'en fait, on peut faire plus avec l'argent dans ces régions qu'ici en Europe, souvent. Donc, il y avait encore des autres questions. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait en ce qui concerne la migration active? Je crois que d'abord, on doit contrôler la situation dont on se trouve maintenant, plutôt que de prévoir encore des autres voies. Mais je peux comprendre qu'on doit travailler là-dessus, parce que, bon, voilà. Je vais le laisser à ça. Ok. Merci beaucoup. Yann Cornille m'a d'abord demandé la parole, et puis Paul Magnette. Oui, merci. Je voudrais d'abord dire que c'est facile d'être scandalisé par tout ce qui se passe dans le domaine de migration, et c'est aussi facile d'être provocateur dans ce domaine. Et c'est deux choses qu'on
n'essaye pas, qu'on essaye d'éviter et de regarder vraiment comment est-ce qu'on peut résoudre la question, comment est-ce qu'on peut offrir à des gens de dignité, comment est-ce qu'on peut installer une politique qui peut durer. Parce que c'est facile de dire, OK, les Italiens, ils ne prennent pas les bateaux, et puis en Espagne, ils en prennent 3, et après 3, déjà, ils perdent le courage et ils disent, OK, ce n'est pas ce qu'on avait comme intention. Donc on doit vraiment définir une politique européenne et aussi belge qu'on peut maintenir. Et là, pour répondre à plusieurs des questions, 2 choses. Une, pour nous, il ne faut pas de nouvelles lois. La réglementation actuelle, on peut travailler avec. Il faut une autre politique. Il faut une autre politique qui restaure la dignité, qui mène une politique sereine par rapport aux questions qui sont parfois très difficiles. Parce que ce n'est pas le cas que de toutes les personnes dans le groupe dit sans papier ou le groupe dit transmigrants. Il y a des gens de bonne foi, il y a des gens avec des esprits et aussi des faits criminels. Et donc on ne peut pas juger avec le même système sur tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut une politique raffinée. Et avec les lois actuelles, on pourrait le faire si la politique veut le faire. Et clairement, ce gouvernement n'a pas voulu faire. On veut réutiliser ces instruments de manière digne. Ça, c'est une chose. 2, sur la question des centres à la frontière et la demande d'asile, je pense qu'on sous-estime vraiment le fait que des centaines de milliers de personnes qui ont été rejetées, dont la demande d'asile a été rejetée, vivent dans des circonstances abominables, dans l'économie illégale et tout ça. Quand on chiffre seulement pour l'Allemagne, combien de personnes? C'est déjà 300 000 personnes au moins, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée et qui ne sont pas retournées. Ça crée un vrai problème. Et on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est ça qu'il faut résoudre. Et donc dire qu'on peut maintenir à cette échelle une opération qu'on envoie tout le monde partout en Europe, et après chaque pays doit ramer pour le retour, ce n'est pas quelque chose durable. Et donc c'est pour ça, on veut, je voudrais terminer, donc ces centres, c'est pour ça que l'Europe doit se mêler des camps en Grèce, en Italie. On doit reprendre le pouvoir, l'organisation, le financement et le fait aussi l'accès à l'aide juridique. On doit l'organiser. Il y a des manières de le faire. On pourrait le faire si on veut le faire. Merci beaucoup. Paul Magnette et puis Philippe Pivin. Et puis je note tout le monde. Je pique ci et là quelques éléments. Est-ce qu'il y a une politique répressive organisée? Évidemment, ça c'est très clair et en tant que bourgmestre, j'étais aux premières loges pour le voir, parce qu'on est informé et parfois on sollicite l'aide de la police locale que nous avons évidemment systématiquement refusée dans un certain nombre d'opérations et qu'elles sont ciblées pour être spectaculaires et mises en scène. Ça c'est une évidence absolue. Et je vais même aller plus loin. Nous avons des collaborations avec l'Office des étrangers pour faire exécuter certains ordres de quitter le territoire de manière très très restrictive, mais quand on arrête des gens dans le cadre du trafic de la traite des êtres humains ou du trafic de drogue, après 10 ou 12 ordres de quitter le territoire, je pense qu'il faut quand même l'exécuter. On n'est jamais parvenu, au cours des 5 dernières années, à trouver un accord avec le secrétaire d'État à l'asile et l'immigration sur ce sujet. Or, à nouveau, ce sont des chiffres que je ne donne jamais publiquement, mais on est ici entre nous. Les personnes qu'on arrête dans le cas du trafic de drogue, par exemple, à Charleroi, sont à plus de 95% en situation irrégulière sur le territoire. Et là, il y a moins de 5% de ceux qui ont été arrêtés, l'ordre de quitter le territoire a été exécuté. Et en revanche, dans le même temps,
on était informé que la police fédérale allait procéder à l'expulsion de gens qui sont sur le territoire depuis 10 ans, dont les parents travaillent, dont les enfants sont scolarisés. Donc je pense que c'est effectivement une politique tout à fait délibérée, en tout cas dans mon prisme local, que je ne peux pas généraliser, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et c'est à se demander si ça n'est pas organisé pour laisser pourrir la situation sur le terrain, faire du chiffre d'un côté, en allant chercher. C'est beaucoup plus facile, évidemment, d'exécuter un ordre de quitter le territoire d'une famille dont on sait où elle habite, où vont les enfants à l'école, etc., que d'aller choper un trafiquant. Et donc, laisser pourrir la situation des trafiquants sur le terrain et donc nourrir une xénophobie qui est déjà là, et en même temps faire du chiffre avec des familles qui ne posent aucun problème, je pense vraiment que ça a été une politique délibérée ces dernières années. Sur les centres... oui, je vais être trop long si je suis là-dessus. Donc, les critères... Donc la migration économique, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait? Bon, c'est la question se posait à la majorité, mais est-ce qu'on le fera s'il y a un accord de majorité auquel on est associé? Oui, je pense évidemment, ça fait partie des sujets qu'on mettra sur la table de négociation, et j'espère bien qu'on arrive à mettre en place... Enfin, les 5 dernières années sont la meilleure expérience qu'on pouvait rêver, si je puis dire, de ce point de vue-là, que le pouvoir discrétionnaire, ça suffit, ça ne peut plus durer. Et il faut une commission absolument indépendante, et il faut des critères clairs et transparents. Pour la migration économique, je pense qu'il faut quand même une certaine prudence, et que et la gauche a toujours été, c'est vrai, assez ambivalente sur cette question. Dans la plupart des cas, en tout cas tous ceux que je connais, c'est aux 2 extrêmes du marché du travail. C'est soit des gens hyper qualifiés, soit des gens pas du tout qualifiés, dans la plupart des cas. Quand c'est un ingénieur de la Sonaca qui est dans le site de Sao Paulo et qui vient travailler dans le site de Charleroi, il n'a en général aucun problème à avoir son visa pour venir travailler 1 ou 5 ans. Bon, en général, ça se passe, en tout cas, il y a beaucoup de mobilité, et ça ne pose aucun problème non plus au monde du travail chez nous. Maintenant, je ne veux pas non plus qu'on en arrive à une situation où les patrons disent « mais moi, j'ai des emplois non qualifiés, j'ai des gens qui sont prêts à venir, donc ils doivent pouvoir venir ». Donc il faut trouver une procédure qui associe les partenaires sociaux et aussi les représentants des travailleurs dans les procédures pour trouver le juste équilibre entre le droit de ces personnes de venir travailler ici et éviter de créer délibérément, là aussi, de la part du monde patronal, des tensions dans le monde du travail ici chez nous. Merci beaucoup, Philippe Pivin. Oui, brièvement, migration économique, on le fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais on ne le fait pas assez. On doit encore améliorer effectivement l'effort dans ce domaine. 5000 l'année passée, c'est évidemment une goutte d'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est l'expérience qui a été déployée il y a maintenant 1 an, je crois, avec la Tunisie, qui a permis de faire venir des jeunes Tunisiens en Belgique dans des entreprises qui ont des partenariats en Tunisie et de les faire après retourner en Tunisie pour faire bénéficier la Tunisie de l'expérience qu'ils ont acquise ici. C'est une expérience qui, je pense, n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation, mais qui pourrait être multipliée. Pour ce qui est des centres d'accueil, effectivement, je pense qu'on en revient toujours au même problème, c'est un problème de moyens. Je crois qu'il faut mettre le paquet, c'est encore une fois Van den Bulck, le responsable du CGRA, qui le disait il y a 2-3 mois, il faut mettre des moyens comme on n'en a jamais mis. Pas uniquement aux frontières de l'Europe, mais aussi dans les pays tiers, dans les pays de provenance ou aux abords des pays de provenance. Mais ça devra faire partie évidemment d'une discussion au cours de la prochaine législature, mais c'est sûr qu'on va devoir renforcer tous les moyens d'aide au développement parce que aider, ce n'est pas uniquement aider à faire venir en Europe, c'est d'abord aider les populations à pouvoir rester dans leur pays parce que j'ai la faiblesse de penser que si c'était plus agréable à vivre dans leur pays, les gens préféreraient quand même rester là où ils sont nés. L'affaire Maouda, dans ma fonction de parlementaire, je suis membre de la commission d'accompagnement du comité P, du comité R. J'ai vécu donc tous les détails de l'affaire Maouda, qui n'est pas terminée, dont on n'a pas fini, je pense, de parler, qui a encore certains aspects qui doivent être davantage éclaircis. Notamment le traçage du véhicule dans lequel se trouvait le passeur, la petite fille et ses parents. Donc il y a encore un certain nombre de points d'interrogation sur lesquels j'ai difficile à m'exprimer, si ce n'est pour dire que je suis tout à fait conscient de la pression qui a été exercée jusqu'à présent sur les forces de police.
forces de police qui, aussi bien sur des parkings d'autoroute qu'à la gare du Nord, ne savent plus parfois à quel sein se vouer ou quelles instructions suivre. J'en suis conscient et je peux le déplorer parce que c'est aussi fonction des ambiguïtés des instructions qui leur sont données. Mais je veux aussi dire que les policiers n'ont pas la tâche facile parce que sur les mêmes parkings d'autoroute, il est arrivé qu'ils reçoivent aussi des coups de couteau. Et donc, je pense qu'il faut voir le problème des deux côtés de la lorgnette. Et je préfère, moi, me focaliser sur la lutte qui doit être accentuée contre les passeurs et les trafiquants en tout genre. Que ce soit au niveau belge, par un renforcement de l'arsenal législatif, ou que ce soit au niveau européen, où je suis certain qu'il y a encore des améliorations à apporter. Et enfin, pour ce qui est de l'accord de gouvernement, j'attendrai avec impatience de voir la suite du 26 mai prochain. Merci. Donc, Marco Vanès et puis François. Moi, je constate que plusieurs questions, en fait, se rejoignent quelque part en ce qu'ils évoquent une stratégie. Je pense qu'on veut vraiment parler de stratégie de criminalisation des réfugiés, des sans-papiers. La question sur le refoulement, où effectivement, on a des actes qui sont innommables, qui sont criminels. Les centres aux frontières de l'Europe qui peuvent effectivement être assimilés à des camps de concentration tellement les conditions y sont catastrophiques. Et alors l'affaire Mavda, chaque fois on a une forme de criminalisation, de stigmatisation, de mise dans l'illégalité des gens qui ne résout rien en fait. Chaque fois ça ne résout rien, ça ne fait que créer des problèmes. Mais j'ai l'impression que ces problèmes ils sont créés volontairement, qu'il s'agit d'une stratégie de criminalisation qui permet à la fois de développer un discours de division, de diviser pour régner, une forme de racisme comme on l'a rencontré de manière exacerbée dans le discours d'un certain secrétaire d'État de la NVA, et aussi une stratégie de précarisation, parce qu'évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, quand les gens doivent travailler dans l'illégalité, ça a un impact négatif pour eux-mêmes et pour l'ensemble du monde du travail. Et donc nous, au PTB en tout cas, on est contre ces différentes formes de criminalisation, que ce soit le refoulement, ces camps de concentration aux frontières de l'Europe, ou des courses-poursuites telles qu'elles ont été menées dans l'affaire Mavda. J'ai eu l'occasion de poser une question parlementaire sur le lien qu'il pouvait y avoir entre l'opération Médusa, les opérations Médusa qui justement poussaient la police à mener ce genre d'action et le drame de Mavda. Alors les ministres se sont un peu relancé la balle, ministre de la Justice, de l'Intérieur, Migration. Finalement, je ne sais même plus lequel m'a répondu. Je crois que c'est le ministre de la Justice, mais c'était plutôt une non-réponse. Pourtant, il y a beaucoup de questions qui restent dans cette affaire quand même. D'abord, on parle d'une course-poursuite, mais comment est-ce qu'une camionnette remplie de migrants comme ça pouvait être assimilée à un bolide qu'il fallait, qu'il fallait poursuivre comme si c'était un film policier où on suit à toute vitesse. Est-ce qu'il s'agissait vraiment de s'en prendre aux passeurs, ou est-ce que étaient visés les migrants? Moi, je pense qu'il y avait une stratégie de criminalisation des migrants. Et enfin, effectivement, l'opacité, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'en sait toujours pas plus sur cette affaire? Pourquoi est-ce que les ministres refusent de répondre quand on leur pose des questions? Voilà, je pense qu'on a vraiment un gros problème quand on en vient à tuer des enfants dans une stratégie de criminalisation de personnes qui cherchent simplement un asile, que cet asile soit en Belgique ou en Grande-Bretagne. Merci beaucoup. François de Smet. Je vais juste ajouter deux choses. C'est vrai que la forme d'externalisation qui existe là, de facto, avec ces accords avec la Libye et le non-respect du principe de non-refoulement sont absolument inacceptables. Là, je suis pleinement d'accord avec Philippe Lamberts. Cela doit être dénoncé. Il y a une externalisation possible qui peut être
de qualité si vous vous mettez à, comme on l'évoquait tout à l'heure, traiter des demandes d'asile depuis l'extérieur, mais il n'y a rien à faire. On doit pouvoir traiter des demandes d'asile des personnes qui, malgré tout, vont arriver sur le continent européen. Moi, je ne veux pas d'un monde où on se mettrait à choisir nos réfugiés sur catalogue ou sur demande. C'est pourtant un peu ce qui avait été peut-être en opération pilote testé à partir du moment où on offre des visas humanitaires qu'à certains groupes de personnes. Je ne veux pas d'un scénario à l'australienne tel que défendu par Theo Franken avec la Tunisie dans le rôle de la Nouvelle-Guinée. Je crois que c'est non seulement pas l'esprit et le contenu de la Convention de Genève, mais ce ne sont pas l'esprit et les valeurs européennes. Sur le trafic, il n'y a pas 36 manières de lutter contre le trafic d'êtres humains. D'une part, il faut d'autres voies légales. Je reviens avec mon histoire de travail et puis j'arrête. Pour que simplement davantage de gens aient des chances d'arriver ici légalement. Et puis, et là, je peux en témoigner comme ancien directeur de Myria, lorsque nous arrivons à faire démanteler des réseaux de trafic, c'est avec l'aide des victimes de trafic. Il y a un échange de compétences à avoir. L'une des explications, pas du drame de l'affaire Maouda en elle-même, mais de ce qui est arrivé juste après, c'est que les polices de Flandre et de Wallonie n'ont pas la même expérience des trafiquants. Les routes de trafic, en général, sont sur la E40 entre Bruxelles et la mer. Et donc, dès le moment où des policiers, une fois que le drame a eu lieu et que la voiture, et que la fourgonnette s'est arrêtée, il y a eu un manque d'humanité, il y a eu un manque de prise en charge de la famille parce que ces policiers-là n'avaient pas le bagage, le know-how. Donc, il faut arrêter de faire de la chasse aux migrants, on peut faire de la chasse aux trafiquants, mais il faut arrêter de faire quelque chose fondé sur la peur. Quand, à 3 semaines des élections communales, on se retrouve avec des opérations de grande ampleur sur les autoroutes visant à faire de la chasse aux illégaux, on est à la limite de se demander si ce n'est pas des moyens qui devraient être déduits de certaines dépenses électorales. Merci beaucoup. Geoffroy Cancier. Merci. Non, moi je pense que c'est clair qu'il y a eu une volonté politique de criminaliser les migrants. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a voulu criminaliser les personnes qui aidaient les migrants avec le projet de loi sur les visites domiciliaires. Puis après, voilà, courbe rampante. Mais il y avait donc une idée derrière la tête et il y avait une volonté de faire du mal et voilà, avec une vision politique très précise, avec une belle réponse de la société civile, avec les communes hospitalières pour pallier à cette volonté restrictive de la majorité en place. Alors, concernant les accueils, enfin si on peut parler accueil en Grèce ou en Italie, c'est clair que c'est inacceptable la façon dont les personnes sont accueillies, c'est vraiment des camps. Et c'est la même chose, mais dans une autre mesure en Belgique, pour tout ce qui est aide juridique. En fait, c'est les personnes les plus vulnérables, c'est les personnes qui ont le plus besoin d'être accompagnées, qui ont des droits, et il faut que leurs droits soient... qu'ils puissent faire valoir leurs droits, et en fait ils n'ont pas l'aide pour ça, et comme vous dites, une fois qu'ils sont accompagnés et qu'on les aide, en fait ils remplissent les conditions et peuvent venir, et donc ça ne va pas, et donc il faut absolument renforcer. Alors je sais qu'il y a le bureau d'asile qui est basé à Malte qui aide et qui envoie des personnes là, mais voilà, il va être transformé en agence européenne. On espère qu'il y aura le financement pour permettre d'améliorer l'accueil et les conseils pour les migrants. Et alors après, on a parlé de pouvoir discrétionnaire. Il y a un autre débat qui a été un petit peu évoqué, c'était les visas humanitaires, où un ministre d'autorité décide à qui il donne les visas. Enfin, dans quel monde on est? Et comment est-ce que la population peut avoir confiance en un responsable politique qui change en se disant, voilà, c'est les critères, mais en fait, tu ne dois pas justifier devant le Parlement quels sont les critères qui sont d'application. Donc maintenant, il y a eu une loi qui est passée en disant clairement tous les ans, le ministre qui est compétent doit dire à qui il a donné, sur quelle base, et au moins c'est public, quoi. Donc c'est Mathias Kesselen qui a demandé la parole. Oui, merci. Merci, monsieur, d'avoir soulevé la question de Maouda, parce que ça me tient au cœur personnellement. Quand on est encore jeune, on se souvient encore des raisons pour lesquelles on est entré en politique. On a 56 ans, tu sais. Bah oui. Mais voilà, bon, il y a le cas spécifique, bien sûr, l'affaire spécifique, bon, mais aussi le système qu'on a mis en place. Le système qui dit que dès qu'on décide de quitter son pays, on est considéré comme migrant clandestin. Et donc, si toute l'Europe est fermée, cambrioler est la seule option qui reste. Et c'est pour cela, je sais que certains partis de droite défendent la position qu'on peut tirer sur les cambrioleurs. Eh bien, c'est exactement ça, ce qui est passé dans le cas de Maouda, je pense. Mais bon, je veux dire, les frontières ne peuvent plus tuer. Traverser une frontière est une infraction administrative et ça ne peut jamais primer à la dignité humaine. Parce qu'on
on est arrivé dans quel type de société en tuant un enfant innocent afin de garantir l'ordre public. C'est exactement, il faut retourner à cette dignité humaine. Et ce n'est pas seulement la dignité humaine de la classe moyenne flamande, cher ami de l'NVA, et parfois cher ami de l'SPA aussi. Pas vous, monsieur Cornille, je sais, mais il y a certains dans votre parti qui osent défendre de tels propos. Mais voilà, je crois que... Pardon ? Qui alors ? Il y a le monsieur vous dites Cardus. il y a certaines personnes, alors sois concret. Oui, mais bon, ouais. Enfin, il y a une tendance dans votre parti de mettre en avant plutôt les intérêts de la classe moyenne flamande plus que les intérêts de chaque être humain. Enfin, c'est ce que je constate. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais un peu... J'ai une demande express de Vincent Engel de poser une question à Philippe Pivin, si je ne m'abuse, concernant une question précise à propos de Maouda. Ah non, non. Juste puisque vous avez évoqué l'affaire Maouda, dites-nous pourquoi Charles Michel n'a pas tenu la promesse qu'il a faite au lendemain du drame à la famille de Maouda de les régulariser au plus vite, et pourquoi il a cédé aux pressions de Bart de Wever qui l'a empêché de tenir sa promesse. Je n'ai pas le sentiment, j'ai même la conviction du contraire, que Charles Michel a cédé à la pression de quelqu'un, de qui que ce soit d'ailleurs dans ce domaine. Je pense que la piste... Si j'ai bonne mémoire, j'ai participé à un débat télévisé sur le sujet à l'époque des faits. Et c'est moi qui ai appris à l'avocate de la famille qu'elle se trompait de voie pour parvenir à régulariser la famille et qu'il y avait une piste plus efficace et plus utile. Ce dont elle m'a remercié d'ailleurs en off après le débat. Au départ, la demande a été mal introduite. Bon, on vous mettra pas d'accord. Je vais faire une proposition un peu iconoclaste parce que je sens que certains d'entre vous avaient envie d'en découdre avec d'autres d'entre vous et qu'on ne vous a pas laissé la possibilité. Vous n'aurez pas cette possibilité. Mais je vais vous donner une possibilité. Vous aurez chacun 1 minute pour dire à un des intervenants comment une de ces propositions est absolument imbuvable pour vous. Donc, pourquoi vous la refusez? Et donc, vous choisissez dans le panel des propositions qui ont été faites ou des discussions que vous connaissez. Si vous estimez qu'il y a une proposition qui est pour vous imbuvable parce qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux, parce qu'elle porte atteinte aux droits économiques, parce qu'elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre, parce qu'elle porte atteinte à tout ce que vous voulez, dans les propositions qui ont été faites, je sens qu'il y a eu des tensions. Non. Je dirais que, oui. Il y a des spécialistes de la prise de parole politique qui arrivent à parler même quand ils ne parlent pas. Et donc, effectivement, je voudrais que vous disiez ici, dans ce qui a été dit, parce qu'il n'y a pas de consensus, mais clairement, la proposition qui pour vous est la plus inadmissible ou qui n'est pas acceptable pour vous. Philippe Pivin. En 2 secondes. Ça va aller très vite. J'ai entendu plusieurs formations indiquer qu'elles sont contre le pouvoir discrétionnaire du secrétaire d'État, qu'il soit chargé de l'asile, de la migration ou ultérieurement d'autres choses, de délivrer des visas humanitaires. Nous sommes radicalement pour ce pouvoir discrétionnaire, mais contre l'exercice arbitraire de ce pouvoir. Ok, merci. Yann Cornille, on va vous prendre dans l'ordre. Yann Cornille, avec quelle proposition vous n'êtes pas du tout en accord dans ce que vous avez entendu? En fait, ce que j'ai entendu de notre collègue de NVA, ce qui revient finalement à la politique italienne, de refuser des bateaux, de faire des pushbacks vers la Libye. Pour nous, ça, là, on franchit une frontière, et pas une frontière légale, mais une frontière morale. On n'est pas d'accord. Il faut aider les gens, les sauver sur la mer. On peut coopérer avec les Libyens sur base d'accords qui sont
dignes, enfin, qui sont correctes, qui sont avec des partenaires auxquels on peut se confier. Donc ce n'est pas le cas actuel, mais on devra trouver des partenaires là. Mais les pushbacks, comme proposé par la NVA, ça c'est non pour nous. Merci. François de Smet. J'ai déjà parlé de ce que je pensais des pushbacks et de la politique visant à avoir des accords avec la Libye et du modèle australien. Je crois que c'est ce que j'emploie. Il y a de moins compatible avec mes valeurs. J'ai déjà dit, donc j'en rajoute pas. Marco Banet. Ben, je pourrais adresser la critique à M. Puvin, mais à d'autres aussi autour de la table. Je pense que ben oui, voilà, on se soulage mutuellement. Je dirais, ben voilà, on n'enferme pas des enfants, point. Et donc c'est inadmissible qu'il y ait des enfants qui soient enfermés aujourd'hui dans notre pays. Mais on peut pousser le raisonnement plus loin et ne plus parler seulement des enfants, mais des êtres humains. On n'enferme pas des gens qui n'ont commis aucun crime. Je pense qu'on peut aller donc au-delà de, enfin cette logique qu'on applique aux enfants très justement, on peut l'étendre et l'appliquer à l'ensemble des sans-papiers qui sont enfermés aujourd'hui alors qu'ils n'ont commis aucun crime. Paul Magnette. Ça doit être un moment très inconfortable pour M. Verstraeten, mais ça l'est depuis le début. Et j'ai un petit quelque chose de compassion, parce que je me dis que ça doit être aussi difficile pour lui que ça le serait pour moi si je devais défendre les positions du PS devant le VOCA ou la FEB. Donc je comprends que c'est évidemment pas simple. Et je ne suis d'accord, enfin, ça ne vous étonnera pas, avec rien de ce qu'a dit M. Verstraeten. Mais ce qui me choque le plus, c'est moins les propositions elles-mêmes qu'une phrase que j'ai entendue qui m'a vraiment fait frissonner, qui est de justifier les pushbacks par le fait que c'est une manière d'éviter que des gens meurent en mer. Ça, je trouve que c'est ajouter l'indécence à l'erreur politique. Et je vous prie de m'excuser si je dois vous quitter, mais c'était convenu que je parte à 17h30, parce que j'ai un autre débat à 19h, mais c'est très très loin à l'est de la Wallonie. Oui, Paul nous avait prévenu, et merci d'avoir été présent. En tout cas, Mathias Gislen. Oui, merci. Bon, je vais épargner M. Verstraeten un peu parce que c'est déjà difficile. Par contre, Monsieur Cornili, je ne veux pas entamer une polémique, mais voilà, je me demande quand même, enfin, vous n'avez pas dit ça lors de ce débat, mais je suis quand même curieux parce que l'SPA est le seul parti dit de gauche qui ne s'est pas exprimé contre l'enfermement des enfants. Et je voudrais bien savoir ce qui est votre position là-dessus. Il n'y aura pas de droit de réponse, mais on comprend que c'est une critique. Monsieur Verstraeten. Voilà. Ok. Voilà, je savais que ce serait difficile, mais bon. J'entends un peu beaucoup d'émotions. Et c'est normal dans des cas où on est confronté à des cas avec des êtres humains, c'est très difficile. Mais j'entends pas toujours vraiment des solutions. C'est un peu, je craigne un peu si on ne va pas, mais on ne doit pas accepter tout, mais un peu dans le sens de ce qu'on propose. Et j'entends quelques propos qui sont en fait tout proches. Ce que dit M. Cornili, par exemple, c'est pas si loin de ce qu'on propose. Mais je craigne un peu, je craigne un peu que nous allons rester dans l'Europe dans le chaos, disons, si on n'adapte pas le système. Et voilà. D'accord. Monsieur Cancier. Bon, ben, le supplice chinois va continuer. Non, mais donc voilà, moi c'est pas une proposition parce que voilà, le discours il a fait le job et voilà. Ce qu'il devait dire, c'est l'exercice. Non, c'est plus la phrase en fait de dire je suis fier de ce qu'a fait mon secrétaire d'État et je suis fier de l'action qui a été menée au gouvernement. Ça m'a vraiment surpris. Et comment on peut assurer cette affirmation comme ça, si fortement. L'épisode de l'adoption du pacte mondial pour des migrations ordonnées a permis au moins que la NVA révèle son véritable visage. Je veux dire, lorsqu'elle a utilisé les visuels de l'extrême droite européenne, AFD en tête, pour les projeter sur le Lambermont, on a bien compris que là, les masques sont tombés. Alors, ils ont vite voulu se rattraper, mais moi, je sais reconnaître les fascistes quand je les vois. Je sais les reconnaître.
Et vous pouvez faire la Vierge effarouchée, Monsieur Verstraeten. Vous pouvez faire la Vierge effarouchée. Comment osez-vous dire que si ce n'est pas les solutions de la NVA, alors c'est le chaos? Je vous signale que 5 groupes politiques, 2/3 du Parlement européen, ont adopté une révision profonde du droit d'asile et de migration en Europe, sur une base, là, ferme et humaine, véritablement. Solidarité et responsabilité. Et vous osez dire que quand ce n'est pas les solutions d'une minorité qui s'appelle la NVA, alors c'est le chaos. Mais pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous justifier? Je partage complètement ce que Paul Magnette a dit. Comment osez-vous dire que refouler les gens, il faudrait rendre ça légal? Il faudrait adapter la Convention de Genève pour rendre le pushback légal. C'est scandaleux. Monsieur Lambert. Non, je ne peux pas supporter. Le fascisme à visage humain, je l'ai assez vu. Je l'ai assez vu. On a entendu. Je voudrais d'abord remercier tout le monde d'avoir participé à ce débat, même si ce n'est pas un débat entre vous, sauf peut-être par crise interposée. Je voudrais aussi remercier M. Verstraeten qui est venu, et qui est venu, mais parce que tous les partis ont été invités et tous n'ont pas envoyé. Et vous le méritez. Tous n'ont pas été effectivement envoyé quelqu'un. Je voudrais remercier tout le monde ici, la salle des tanneurs qui nous a prêté. Parenthèse, simplement, je voulais préciser que nous avions, parce que je crains un peu l'avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux, nous avions invité des femmes, mais c'est une coïncidence si ce soir la politique était une affaire d'hommes. Voilà. Ce qui est aussi une coïncidence, c'est que curieusement, effectivement, le gouvernement est tombé sur la question migratoire et la question migratoire est quasiment absente de toute la campagne électorale. Ce qui est assez étonnant. Un gouvernement tombe, mais ce n'est pas une question intéressante dans une campagne électorale. Pourtant, les prochains gouvernements, quelle que soit leur composition, auront à gérer la question migratoire. Donc, je vous remercie d'être venu répondre aux questions des membres présents, d'avoir débattu ensemble, d'avoir été digne presque au bout. Et donc, je vais vraiment clôturer maintenant, parce qu'on ne va pas faire traîner en longueur. Je vais clôturer maintenant. Je vous remercie encore tous. Je remercie maintenant toujours la salle des tanneurs qui a tout organisé ici et qui nous a permis et qui nous a reçus. Je vous rappelle qu'il y a le spectacle de ce soir à 20h, si je ne m'abuse, dans cette salle-ci, la lecture du texte en hommage à Maouda et la suite par débat interposé et après le 26 pour ce qui est des mémorandums des uns et des autres et des volontés d'influer sur la déclaration gouvernementale. Merci à tous et à une prochaine fois.